parlions de cette fameuse vidéo-là, donc parce que l'exercice tant pour l'un que pour l'autre n'était pas approprié. Je suis Oui, vous êtes deux personnes talentueuses, c'est-à-dire que toi, comme VP de Londres, moi, j'ai pas eu l'occasion de connaître VP de Londres. Je crois qu'on a échangé juste une seule fois au téléphone. C'est le jour où il prévoyait d'être à Paris pour la semaine patriotique. Et bonsoir, Monsieur Atafak. Euh, donc, l'exercice n'était pas bien perçu par vos admirateurs parce qu'ils vous attendaient à un niveau beaucoup plus élevé tous les deux. Et le feedback a été euh, décevant pour tous vos admirateurs. Et je peux vous dire que certaines personnes m'ont appelé, moi, pour me dire que non, de la part de VP de Londres et de Bobson, c'était pas ça qu'on attendait. Mhm. Et vraiment, c'était un événement. Je n'aimerais même pas qu'on en revienne. Moi, Parfait. personnellement, j'ai pas aimé. Parce que on sort pour les gens. Et quand les gens nous disent c'est pas bon, on les écoute. Tout Et à si fait. on veut faire pour nous, on le fait en particulier. Mais dès qu'on fait des sorties pour les autres, bonsoir Evelyne Evelyne ou non. Euh, et voilà, essayons de tourner cette page. Si je Je crois que je l'aurais appelé en particulier pour lui dire la même chose que vos sorties n'ont pas. D'ailleurs, je crois qu'il s'en est aperçu. Il s'en est aperçu parce qu'il a supprimé ses directs, dont j'ai même pas eu l'occasion de les voir. Parce qu'on m'en a parlé, je voulais voir et ça a été supprimé. Je trouve que c'était courageux pour lui d'accepter que s'il a supprimé parce qu'il estimait que c'était une erreur, c'était un bon jugement de sa part. C'est Et à que c'est. apprécier. Ouais, c'est à apprécier parce Oui. qu'en fait, moi, la vidéo, je l'ai écoutée quelques minutes parce que moi, tu sais, Henri, je reconnais ça parce que d'ailleurs, ça, il a fallu que je serre le cœur pour le faire. Mais c'était, en fait, moi, je n'ai pas de regrets parce que je ne suis pas allé d'attaque personnelle. Moi, j'ai confronté Mhm. l'homme et ses Non, idées. mais ça, j'avais compris. Oui, oui, C'était pas des attaques c'est ça. personnelles, mais les gens l'ont pas bien perçu. Tout à fait, oui, oui, ça, je le fais. Non, même moi, C'est-à-dire, les quand gens ils m'ont disent qu'ils appelé. n'ont pas perçu, ils ne vous donnent ni tort ni raison. Non, Ils ne les gens m'ont l'ont pas bien également perçu. appelé. Tout à fait. Les gens m'ont également appelé pour me dire que je n'aurais pas dû faire cette sortie-là parce que ça ne me ressemble pas. Et effectivement, ça ne me ressemble pas. Mais j'ai dit une Oui, c'est chose, vrai, Henri. tous les deux, tous les deux, Oui, tous les deux. mais Henri, la réalité est celle-ci. C'est que toutefois que les gens vont mettre à défaut le réseau, je n'aurai pas le Mhm. choix que de sortir un peu de moi parce que c'est une responsabilité. Oui, Oui, bonsoir Patrick, bonsoir Rose. C'est, on ne dit pas non. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vous perçoivent comme des intellectuels ne sont pas confortables dans cette situation-là. tout à Et fait. ils ne disent pas que quelqu'un a eu tort ou raison. C'est-à-dire qu'ils ne vous attendaient pas là. C'est comme ça qu'ils perçoivent ça. Et ça, c'est une véritable Parce perception. qu'ils ont beaucoup C'est- de respect pour vous. Tout à fait. Voilà. Et C'est également ma perception. C'est également ma voilà. perception, Henri, et à ce sujet-là, je suis tout à fait d'accord. Ce Bonsoir que tu dis, Ali Wallenstein. Henri, ce que tu dis est vrai, c'est le même. Il n'y a personne qui m'a appelé pour me féliciter. Oui, bravo, tu as bien fait. Non. Et Bonsoir à ce, Nadine. à cela, j'ai tout simplement expliqué que il fallait prendre une position quand le réseau est attaqué. Je n'ai pas le choix que de prendre position parce qu'on était resté Forcément. silencieux trop longtemps et nous sommes obligés d'être plus sévères envers les amis. Et je le dis, Oui, mais le pire dans cette histoire, c'est que c'est que vous vous êtes attaqué par personne interposée. C'est-à-dire que ni toi ni lui n'êtes rentrés là-dedans. C'est-à-dire que on parle de vous dans un autre direct et vous vous répondez. Parce que c'est ça, si vous décortiquez. C'est-à-dire que tu sors, il effectivement, sort, alors de façon individuelle, vous n'étiez pas impliqué dedans. Donc, vous étiez en train de... Non, non, c'était mauvais. C'était mauvais. Si ça parfait. avait encore été une sortie, parce que vous avez réagi à des choses dites dans des directs. Voilà. D'ailleurs, Rose qui me dit, passez ce sujet, s'il vous plaît, merci. Ah oui, non, non, mais nous sommes en Voilà. période de... C'est Nous un sommes en sujet période... qui ennuie tout le monde, Parfait. qui ennuie beaucoup de gens. Je crois C'est que faisons l'honneur leur la de... Oui, faveur, oui. En fait, même c'est si nous, pas un sujet.
C'était pas prévu, mais il était question de... Puisque ça a fait Bah oui, l'actualité. je Ça a fait sais, je l'actualité. sais. Et chers patriotes, ça a fait l'actualité. Donc, quand quelque chose fait l'actualité, que ce soit à notre avantage ou pas, Ou on un en autre parle. défaveur, on en parle. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un sujet d'actualité et dans les sujets d'actualité, nous improvisons. Voilà, C'est-à-dire que Bobson et moi ne les prépare pas. Il parle de la façon dont il a perçu et moi aussi je parle de la façon dont on l'a perçu. C'est tout ce à que les fait. gens ne savent pas. Oui, oui, Voilà. ce n'est pas, on ne s'assoit pas pour dire, Henri, tu vas dire telle affaire et moi, je vais dire telle Voilà. affaire. Non, c'est vraiment avec le Même, cœur que nous même les parlons. sujets, même chacun va avec le cœur de ce qu'il a vu, de ce qu'il a Bah entendu oui, et il traite oui, avec sa sensibilité. tout à fait. Donc, c'est ça la réalité. Et c'est ça qui fait d'ailleurs le succès de cette émission-là. On ne prépare pas, on s'arrête. Quel est le sujet? Je pense que du sujet que nous allons évoquer aujourd'hui, nous en avons parlé quoi? Je pense une fois. Et puis aujourd'hui, Oui. à peu près une dizaine de minutes. Donc, c'est pas comme si on faisait Oui. non plus des calculs. C'est ça. On ne fait Ouais. pas des calculs là-dessus. Alors, Henri, Oui. nous allons commencer par parler déjà de ce que nous avons créé récemment. Nous avons créé le RPCAM humanitaire. Le Oui. RPCAM humanitaire, en fait, c'est une plateforme que nous avons créée, un groupe que nous avons créé pour venir en aide aux orphelins de l'armée camerounaise, aux orphelins des militaires camerounais. Donc, plusieurs personnes s'y sont déjà inscrites. Nous avons eu seulement hier une dizaine de personnes qui sont inscrites, touchées par la vidéo que nous avions fait récemment et plus encore par celle de Diamant Brut hier jeudi. Je tiens vraiment à remercier déjà tous ceux-là qui se sont manifestés, même avant de savoir exactement quel était le plan que nous avions en arrière, parce qu'il s'agissait également pour nous de nous approcher des bonnes ressources pour être sûr que ça ne soit pas ce qu'on entend souvent là. Il était question pour nous d'avoir la bonne ressource, de sorte que ce que nous avons, nous sachions exactement à qui ça va, parce que maintenant, nous avons l'assurance que ça va aller entre les mains des enfants concernés. Parce que l'autre annonce, c'est que en fait, le ministère concerné prévoit, nous sommes en discussion, il y a quelque chose qui va être prévu à cette occasion-là. Donc, et je me réjouis également qu'il y ait certains mouvements et associations qui nous aient emboîté le pas. C'est louable parce que, voyez-vous, nous avons des idées. Si les autres peuvent également les implémenter de leur côté, nous on dit que c'est une bonne chose parce qu'ils ne sont pas en compétition. Il s'agit ici du bien-être des enfants. Je vous invite à partager. Mais avant de continuer à parler de ce mouvement-là, on va dire qu'est-ce qui nous a donc amené à créer ce RPCAM humanitaire, qui est un groupe du réseau des patriotes des Camerounais. Qu'est-ce qui nous a amené à le créer? C'est en fait la réalité, c'est qu'il y a des militaires qui se battent pour nous et ces militaires-là, il y en a qui tombent. Il y en a qui tombent au champ de bataille, qui laissent femmes et enfants aux soins d'une mère ou d'un père parce que l'autre est parti pour défendre les frontières du Cameroun, pour nous permettre à nous d'avoir notre vie ensemble. Et lorsque de telles tragédies, de tels drames se produisent, il y a des enfants qui en souffrent. Et ces enfants-là deviennent des pupilles de l'État. Pupilles de l'État, ce n'est pas seulement l'État du Cameroun. L'État du Cameroun, c'est nous. Nous, en tant que patriotes, nous, en tant que Camerounais, c'est également à nous de prendre soin de ces pupilles-là, ceux que les parents ont laissés tomber au champ de bataille. C'est pour cette raison que nous avons initié RPCAM humanitaire et ça va nous amener à faire un petit aperçu de cette armée camerounaise, de ces hommes vaillants. Ces hommes vaillants-là, ils viennent d'où? C'est quoi l'armée camerounaise? Si on peut parler surtout, si on veut, de ce bataillon d'intervention rapide-là qui a plusieurs ramifications, plusieurs corps, mais de l'armée en général. Henri, je viens de faire un petit exposé en quelques minutes là, mais j'aimerais que tu en fasses autant parce que toi, tu as de la pointe, tu sais dire les choses comme il faut. Oh, enfin, j'essaye, ça ne me réussit pas toujours d'ailleurs. Parfois, j'essaie carrément de rater, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Oh oui. Dans Même les meilleurs. La fosse Lyon, c'est l'occasion de faire des ratés. Parce que Voilà. nous sommes avec du vrai monde. Nous sommes avec du vrai monde, des gens
avec chacun sa sensibilité, mais qui œuvrent pour le même, c'est-à-dire pour le même but. C'est ça. Donc, on peut se permettre entre nous de faire des bourdes. On peut se permettre entre nous de ne pas préparer, de ne pas écrire tout ce qu'on va dire parce qu'on sait que notre conscience nous censure. Voilà. Donc, je disais donc que c'est comme même les footballeurs les plus pros ratent parfois les buts. Mais il y en a qui sont suffisamment, je sais pas, allumés pour revendiquer des buts qu'ils ont ratés. Ça, c'était la parenthèse cocasse à ta question. Ceci étant, oui, c'est une armée qu'on connaît. C'est une armée qui avait déjà défendu le Cameroun pendant le putsch. Ceux qui ont été à Yaoundé à l'époque, qui ont vu ce que c'est qu'une guerre. Une guerre qui a duré un mois, mais dont tout le monde a été essoufflé à vue à l'heure. C'est une armée qui a été renforcée par le chef de l'État dans la création d'un BIR, que d'ailleurs les mauvaises langues pendant longtemps ont dit que c'était sa garde personnelle. Sa garde personnelle qui allait défendre nos frontières au nord pendant les attaques de Boko Haram. Et la dernière attaque de Boko Haram qui a fait les morts dernièrement, cette attaque, je ne vais pas la qualifier de lâche, parce qu'il n'y a pas un qualificatif suffisamment méprisable pour qualifier ce genre d'attaque. Parce qu'à la fin, on se retrouve avec des gens dont on ne sait même pas ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas dans le cadre d'une lutte conventionnelle, ils ne sont pas dans le cadre d'une lutte politique, ils ne sont pas dans le cadre d'une lutte idéologique. Ils sont carrément dans le cadre de la bêtise. Cette armée qui nous a défendus pendant ce qu'on a appelé l'opération Delta. À ce moment, on a créé le BIR Marine, qui nous a défendus pendant l'affaire Bakassi. Parce que beaucoup de gens ont oublié que l'affaire Bakassi, il y avait dans l'affaire Bakassi une partie militaire. Et c'est ce détachement du BIR qu'on a appelé le détachement Delta, qui défendait nos frontières dans l'affaire Bakassi. Même si certains estiment d'ailleurs que le Bakassi devrait faire partie d'une république imaginaire appelée Ambazonie. C'est-à-dire que n'importe qui peut se lever le matin et tue au nom de la volonté de créer une république imaginaire. Et c'est le BIR là, notre armée camerounaise, qui nous a défendus à Bakassi. Beaucoup de gens ont oublié ça. C'est la même armée qui nous a défendus contre la Séléka à l'est du Cameroun. Cette armée camerounaise là, c'est la même armée qui va s'interposer dans ce qui était qui était avant appelé le Cameroun occidental, qui est devenu le Cameroun anglophone et qui aujourd'hui on ne comprend même pas ce qui s'y passe parce que on n'a pas une armée qui se pose à l'armée, mais on a l'armée qui est obligée de se déployer pour sauvegarder les populations sous la menace de personnes terroristes. C'est le cas de le dire. Et Henri, Voilà. je voudrais quand même qu'on insiste un peu, parce qu'effectivement, plusieurs Camerounais ne le savent peut-être pas. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Nous étions une centaine tantôt. Alors, parce que les gens parlent de Bakassi. Quand on parle de Bakassi, on parle uniquement de l'aspect juridique, c'est-à-dire du procès qui a opposé le Cameroun au Nigeria à la Cour internationale. Mais beaucoup de gens ignorent qu'avant que le Cameroun ne décide d'utiliser cette voie-là, qui était la voie légale, il y avait affrontement sur le terrain. Et pendant cet affrontement-là, il y avait des hommes et des femmes qui ont perdu la vie. Beaucoup ont été d'ailleurs faits prisonniers. Il y a eu beaucoup de prisonniers militaires camerounais qui avaient été, de militaires camerounais qui avaient été faits prisonniers. Et le Cameroun en avait également fait plusieurs du Nigeria. Il n'y a pas eu de problème de traitement
peu importe le camp, mais les gens ignorent qu'il y a eu un véritable conflit armé. Et l'armée camerounaise a perdu des hommes et ça a coûté cher à l'État du Cameroun. Oui, bonsoir Anne-Marie. En effet, c'est ça, on oublie souvent dans cette affaire Bakassi euh, que les gens ont tendance à découper, euh, en réduire à une affaire juridique. Il y a eu une affaire militaire aussi, euh, cette affaire au Golfe de Guinée, qui a opposé les militaires du Cameroun aux militaires du Nigeria et qui avait une véritable guerre physique. Et le détachement du BIR qui a été envoyé là-bas a été appelé le détachement Delta. Moi, j'ai été personnellement là il y a 10 ans, je me souviens. Il y a 10 ans, j'étais là personnellement. Et j'avais devant, j'ai oublié le nom de ce colonel, hein, que j'étais allé voir pour proposer des solutions euh, de, de militaires électroniques. Donc, j'avais fait une conférence devant les, les officiers. Donc, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc, personnellement, je dis, moi, ben, j'étais d'ailleurs avec un douanier, que je vais taire le nom, puisqu'on était deux. Donc, il y avait des morts dans cette opération Delta à Bakassi. Et avec un grand campement, j'y étais. Je ne raconte pas ce que j'ai lu, ce que j'ai vu. Et moi, j'étais leur proposer des solutions d'électronique militaire pour faciliter leur travail. Et comme c'était en plus de travail marin, je me souviens du rapport d'ailleurs que j'avais produit à cet effet. J'en ai d'ailleurs encore une copie du rapport non confidentiel d'ailleurs, qui était non confidentiel, que j'avais produit. Donc, il y a eu une guerre là-bas avec beaucoup d'hommes, dont très peu de gens en parlent. Bon, l'affaire de l'opération du BIR nous a protégés dans l'opération Delta. Voilà. Beaucoup de gens en parlent. On réduit souvent l'affaire de Bakassi à l'affaire juridique. Non seulement on la réduit souvent à l'affaire juridique, ben, certaines personnes récupèrent quelques faits qui les arrangent dans cette affaire Bakassi. Il y a eu beaucoup de morts à Bakassi. Et après Bakassi, donc, est venu le Boko Haram. Oui. Là Et encore, après? une deuxième guerre, le Boko Haram au nord. Avant le Boko Haram, il y a eu les coupeurs de route, qui étaient également, on va dire, une autre guerre contre le grand banditisme cette fois-là. Et j'ai toujours pensé d'ailleurs que plusieurs de ces coupeurs de route se sont mués en Bakassi lorsque moi, j'ai toujours pensé ça, mais c'est mon point de vue. Je peux m'être trompé. Il y avait donc eu le général Paille qui s'était chargé, oui, je pense que lui d'abord de grand banditisme et ensuite Abakassi, sauf si je me trompe. Et on a eu plusieurs officiers qui sont présentés. Donc, on a pu éradiquer, je veux dire, avec le Boko Haram. Donc, le Boko Haram, en réalité, avait déjà été totalement affaibli. Je pense qu'on ne parlait plus de guerre dans cette région-là. Ensuite vient le conflit au nord-ouest et au sud-ouest avec les bandes armées terroristes qui sont venues, on va dire, diluer un peu la puissance de feu du Cameroun parce qu'on a dû utiliser plusieurs fronts. On a également les Séléka à l'est. Donc, c'est plusieurs fronts qui ont été ouverts. Et sur ces fronts-là, ce sont des hommes et des femmes de l'armée camerounaise qui se battent. Et bien sûr, comme dans tout conflit, il y a des hommes, il y a des femmes qui tombent. Et c'est cet aspect-là dont c'était important pour nous d'en parler. Et surtout qu'aujourd'hui au Il Cameroun, faut rappeler que c'était d'ailleurs pas contre l'armée nigériane. C'était un truc un peu confus où certaines personnes, certains Nigérians rebelles étaient hostiles à la rétrocession de Bakassi. Donc c'était un peu confus. C'était ça l'une des oui, tout grosses à fait, ça avait difficultés. créé une dissidence qui avait décidé donc également de prendre les armes, sauf qu'en ce moment-là, ils étaient en conflit en attendant, parce que même après le jugement, je pense qu'il s'est passé un certain temps, la zone était encore fortement militarisée. Aujourd'hui encore, elle est.
aujourd'hui moins peut-être Et qu'hier. en fait, je voulais revenir dessus pour dire qu'il y aurait même peut-être des interactions avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ambazonie, parce que les groupuscules qui agissaient là se revendiquaient de l'émancipation du delta du Niger. On l'appelait le MEND, M-E-N-D, qui se revendiquait un mouvement pour l'émancipation du delta du Niger. C'est comme ça ceux qui voulaient Bakassi en tout cas, c'était des groupuscules nigérians. Et je me demande s'ils ne sont pas en coaction avec les actuels ambazoniens. Ça, c'était une parenthèse pour que les gens puissent comprendre. Parce que les gens pensent que dans ce qu'on appelle l'Ambazonie, il n'y a que les Camerounais. Comme la frontière est poreuse, il se pourrait qu'on retrouve aussi des personnes comme ça. Il y a des partenariats douteux et sanglants, bien sûr. Exactement. Comme dans toute bêtise, il faut toujours trouver son semblable pour s'associer et faire les pires bêtises. Donc, c'était important. Donc, maintenant, Henri, il y avait encore autre chose à dire sur cette armée-là, quand même, qui s'est quand même spécialisée. On a vu une grande évolution avec la création du BI, qui s'est fait comme ça, pratiquement sous-marin, et qui Mhm. aujourd'hui est l'une des armées en Afrique centrale, je dirais même en Afrique, qui est une armée qui peut répondre à plusieurs types de menaces. Oui, oui, oui. Est-ce je ne sais pas s'il faut aborder l'aspect tactique de la formation de cette armée. Pour qu'on en parle, il faut déjà comprendre ce qu'on a appelé les accords coloniaux, parce que le Cameroun a signé les accords coloniaux à l'époque d'Ahidjo, et dans ces accords coloniaux, nous n'avions pas vraiment le droit d'avoir une armée parce qu'on était supposé être protégé par la France. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça. C'est ce qu'on appelle les accords coloniaux. Et c'est la France qui devait nous secourir du point de vue militaire en cas de problème. Donc l'armée dans ces pays, pas seulement au Cameroun, de la zone CFA, c'était des sortes d'armées fantoches, quoi. C'était des sortes de c'était des petites armées. Donc Ahidjo avait d'abord développé une garde républicaine, dont l'armée du Cameroun était essentiellement faite de cette garde républicaine-là, qui était la mieux équipée et tout ça. Et puis, euh, le talent de Paul Biya, le talent de son excellence, le chef de l'État, a fait que quand il y a eu les histoires de coupure de route, il a entrepris de développer euh, de façon, de façon, Secrète, là, il faut le dire. de façon secrète. J'ai voulu éviter ce mot parce que quand au Oui. Cameroun on dit secret, les gens paniquent tout de suite de Bon, façon secrète on une va dire de armée manière ou sournoise. alors sous la barbe du nez du colon. C'est-à-dire que le colon avait prévu que nous n'avons pas besoin d'armée qui viendrait nous défendre. Quand j'ai fini de le dire, beaucoup de gens ne comprennent pas. Demandez-vous ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils sont pas allés défendre le président qui avait été élu, qu'on appelait Gbagbo. Ils sont allés le déloger. Je vous rappelle en passant que dans l'affaire de l'Ambazonie aussi, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a des forces, des bases militaires en Afrique. Demandez-vous ce que les bases militaires font en Afrique. Font quoi en Afrique? Le but des bases militaires en Afrique est d'avoir des rampes de lancement. C'est très difficile de faire aller une armée de la France, des États-Unis pour attaquer un pays africain, même si ce pays est petit. Il faut donc des rampes de lancement. C'est pour ça qu'on voyait les bases militaires proches, plus ou moins. Je vous fais remarquer que le Cameroun est l'un de ces pays qui n'a pas de base militaire étrangère sur son territoire. Regardez tout autour de vous, malgré sa position stratégique. Et dans l'histoire de l'Ambazonie, on peut bien soupçonner que ceux qui soutiennent l'Ambazonie aimeraient y installer une base militaire. Ceux qui n'ont rien compris. Bon, allez maintenant au Niger où il y a les bases militaires, vous allez comprendre. Parce Il que y en a beaucoup une, d'Africains ne il y comprennent en pas. a une au Comores, à Djibouti, autant pour moi, il y en a une à Djibouti, l'une des plus grosses bases militaires françaises. Il faut dire qu'en termes d'économie, c'est rentable, mais en termes d'autres choses, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. À partir du moment où votre économie dépend quasi totalement, je vais dire, de cette passer au Comores, c'est bien ça? Oui, au Comores, sauf chez moi, au Comores.
je pense que la base militaire, c'est la première source de revenus. Ça veut dire que c'est les rentes des militaires qui fait l'économie quasiment du pays. Donc, le jour qu'on décide de fermer cette base-là, le pays, en fait, sur le plan économique, ne vaut plus rien. Donc, vous êtes en proie au chantage. Donc, un petit pays imaginaire comme l'Amazonie imaginaire, là, parce que de dire même c'est tellement absurde, en réalité, ne pourrait pas vivre sur, ou alors serait en fait toute une base militaire. Ça, il faut le dire aussi. Et c'était important de mentionner cette petite histoire de la jeunesse de l'armée camerounaise qui, en réalité, au lendemain des indépendances, on avait juste besoin des hommes de main parce que l'armée française était là pour faire le travail, mais pour les sacrifier, ceux qui devaient aller au front tous les jours pour faire la sale besogne, ça devait bien être des hommes qui devaient avoir un nom. Et je vous faisais remarquer qu'elle s'est professionnalisée avec le BI et ses différentes branches et jusqu'à présent, donc, faite sous la barbe du colon, comme tu l'as dit, moi j'ai envie de dire en sous-marin, sous la barbe du colon, qui s'est avéré être une armée efficace, donc qui remplit son rôle de gardien de la nation, qui remplit également son rôle. On les a d'ailleurs vus dans un tout autre registre. Ça veut dire que au nord-ouest, par exemple, où les enseignants ont déserté, où certains fonctionnaires ont déserté, aujourd'hui, ils assurent quasiment l'intérim, ils assurent la vie au quotidien, que ce soit dans les dispensaires, que ce soit dans des écoles, on les a vus dispenser des cours. C'est une armée qui se veut vraiment républicaine. On va dire également des brebis galeuses, ça c'est vrai, mais c'est l'occasion quand même de dire que quelle armée est parfaite. Il n'y a aucune armée au monde, il n'y a pas une armée au monde qui n'a jamais été accusée de quoi que ce soit. Nous aimerions que une Oh, dans le registre des brebis galeuses, ils peuvent en donner des leçons. Merci, Ikoum Patrick. C'est des bases, c'est pour ça que je me suis arrêté sur le rôle de l'Amazonie. Parce qu'il y a un rôle stratégique de reconquête de l'Afrique. Mais bon, oui, même si ce n'est pas le but du débat, mais parfois les gens ont besoin de comprendre. Parce qu'on dit aux gens qu'il y a une base qui veut se former là, la base n'est pas là au hasard. La base est là pour nous reconquérir. Et si on continue à s'amuser, si les Africains ne se serrent pas les coudes, dans un siècle, l'Africain sera blanc. L'Africain sera blanc. Même si elle n'est pas blanche de peau, hein, mais elle sera blanche de peau. Parce que si on recule, si la population d'Amérindiens, c'était des millions de personnes, quand les premiers Blancs y arrivent et installent ce qui est l'équivalent des bases armées aux États-Unis, donc qui étaient des forts, des endroits, des forteresses militaires, si on avait dit à un Amérindien là que l'Américain sera blanc, il aurait dit non. Il aurait dit non. Pourtant, le fait est là, l'Américain aujourd'hui est blanc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est la même chose en Australie. Quand les Australiens vont se mettre en Australie, ils trouvent les aborigènes. La masse d'aborigènes est grande. Si on leur avait dit que l'Australien sera blanc, ils n'auraient pas cru. Je vous dis que si on continue, vous croyez que quand on vient vous dire de ne pas faire des enfants, vous croyez que c'est pourquoi? On vient vous dire de ne pas faire des enfants, mais pourtant chez eux, ils financent, ils ont des allocations familiales pour financer le fait de faire des enfants. Vous croyez que c'est pourquoi? Quand on vient vous dire de légaliser le mariage pour tous, vous croyez que c'est pourquoi? Quand on vous initie à ce genre de choses, le but c'est que vous ne vous reproduisez plus. Et dès que vous ne vous reproduisez plus, eux, ils viennent se reproduire. Parce que la reproduction en soi est une force. Le nombre est une force. Quelqu'un qui est chez lui dit, ben, affaiblis-toi. Et vous imaginez qu'il vous demande de vous affaiblir. Pourquoi? Non. Et comme Patrick Ecoum a raison. Donc, le chef d'État avait, et ces accords militaires-là permettaient de pouvoir appliquer la charte de l'impérialisme qui est la charte de la colonisation. C'est-à-dire que les accords coloniaux qu'Aïdjo va signer vont respecter scrupuleusement la charte de l'impérialisme. Regardez bien, vous allez voir le parallèle. Voilà.
C'est pour ça que je me suis arrêté sur ça et que j'ai dit qu'avec beaucoup de talent, notre chef d'État a développé une armée qui est certainement la plus puissante actuellement en Afrique centrale. Et même ils étaient surpris parce qu'ils ont pensé qu'en nous mettant Boko Haram au nord, en quelque temps, on n'existerait plus. Vous avez vu en combien de temps la Séléka a pris la République centrafricaine? Vous avez vu comment ça s'est passé au Congo? Chez nous, ça ne s'est pas passé comme ça. Très bien. Ouais, Donc, oui. les brebis galeuses dans notre armée, il y en a très peu. Si on compare à ce que l'armée française a fait en République centrafricaine, rien que ça, c'est suffisant. On est quand même loin. Et je rappelle en passant aussi que les personnes qui ont fait la guerre au Cameroun, la guerre d'indépendance, c'était l'armée française. Enfin, ce Oui. n'était pas l'essentiel du sujet. On voulait juste rendre hommage à notre armée pour le lourd travail que notre armée fait. Sans elle, on ne serait plus souverain. Sans notre armée, notre pays ne nous appartiendrait plus. C'est ça, c'est ça que je voulais. Effectivement, c'était pas le but, mais c'était important d'en parler parce que je voulais en parler. En fait, nous voulions en parler dans le réseau pour préciser qu'en réalité, ces hommes-là et ces femmes qui nous assurent cette protection-là, eh bien, il y en a qui tombent. Et ces enfants, comme je disais, ces enfants qui sont devenus pupilles de l'État ont besoin de nous. C'est pour cette raison que nous avons créé la plateforme ou alors un groupe RPCAM humanitaire. RPCAM humanitaire a pour vocation là, de pouvoir collecter de l'aide, des dons, pour pouvoir subvenir au moins en totalité, ça c'est ce que nous espérons, ou en partie, à la scolarité. Même si ce n'est pas le paiement de la scolarité, parce qu'ils reçoivent également de l'aide du gouvernement, qui est une petite enveloppe. Mais nous voulions apporter, c'est-à-dire du matériel didactique, c'est-à-dire cahiers, sacs, stylos, gommes, crayons. Donc, nous voulions apporter un kit complet, donc un sac avec quelques cahiers, avec, comme je disais, crayons, stylos, gommes, règles, tout ce petit matériel-là. Et nous avons estimé un montant, un montant pour le parrainage d'un enfant pour pouvoir faire ce kit-là. Idéalement pour nous, nous savons exactement le nombre d'enfants touchés depuis que ces guerres successives. C'est pour ça qu'il était important que j'ai laissé Henri parler de toutes les guerres qu'il y a eu, parce qu'on va dire qu'au bout de tout cela, ça fait 300 enfants 300 morts, dont plusieurs enfants de ces familles-là, qui sont donc orphelins. Donc, on les estime à 300. Alors, pour ces 300-là, nous voulons être en mesure d'apporter donc ce sac-là complet. Si c'est à la totalité, tant mieux, c'est ce but visé. C'est-à-dire qu'il faut toujours fixer un objectif. Mais nous nous sommes fixés un objectif serein de 150, en espérant que d'autres associations que nous avons mobilisées peuvent faire, ou bien également, nous allons continuer la sensibilisation. Si nous pouvons aller à 300, tant mieux, selon les moyens que vous nous donnerez et selon ce que nous-mêmes nous disposons. Parce qu'entre nous, je vous ai dit, le membre du réseau des Patriotes, c'est des gens comme Henri, comme moi, comme Mireille Caron Banderas, comme Edgar Minasto, comme j'ai pas envie d'oublier là, comme Didier Lénard, comme Pierre-Paul, comme j'ai pas envie d'oublier, comme Gaël, comme Alexandre. Bref, je pourrais pas les citer. Donc il y a tout un parterre de personnes. J'ai cité Diamant Brut. Bref, c'est plusieurs personnes que je peux vous citer ici, mais je ne peux pas vous citer. Nous également, nous allons nous mettre de notre côté pour faire nos contributions habituelles et voir s'il y a quelque chose qui traîne quelque part dans nos caisses déjà vides pour apporter un soutien. Mais maintenant, on s'est dit, le parrainage d'un enfant, nous l'avons évalué, peut-être sous-évalué ou peut-être surévalué. Chacun apportera la contribution qu'il peut nous apporter parce que c'est un geste qui vient du cœur. Ça vient d'abord du cœur. Alors, nous avons évalué cela à 50 euros. À 50 euros pour un sac comme celui-là, nous mettrons le maximum de cahiers que nous pouvons, le sac lui-même, les stylos, les gommes, les règles et tout. Nous l'avons estimé comme ça. Maintenant, ça peut également, il y a le transport qu'on va devoir mettre dessus. Bref, nous l'avons estimé. Mais on ne veut pas arrêter un montant. Parce que 2 personnes peuvent parrainer un enfant, une personne peut parrainer un enfant tout seul, une personne peut parrainer 4 enfants. C'est comme vous voulez. Donc, la page ouverte, abonnez-vous.
Et puis à l'intérieur, vous pourrez ensemble, ce groupe-là va permettre d'avoir donc des informations de qu'est-ce qui est fait donc, pour avoir la suite des informations. Nous allons vous les donner au fur et à mesure. Mais le plus important, c'est d'assister ces enfants-là. Le projet est fait, nous savons exactement à quel moment nous allons leur donner ce que nous aurons à leur donner. Il ne tient qu'à vous de savoir la quantité d'enfants qui vont avoir du sourire. Il ne tient qu'à vous. C'est vous qui déciderez le nombre d'enfants parce que, en ce qui nous concerne, certains enfants auront le sourire, mais maintenant, à combien d'enfants voulez-vous donner le sourire? Inscrivez-vous dans un PCAM humanitaire parce que c'est de là qu'il est question, parce que de ces informations, c'est de là que nous les donnons, parce que nous voulons éviter de lancer un litige à la hauteur du monde et avoir 100 000 euros dont on ne saurait pas quoi faire, ou alors qu'on on entend parler dans les différents réseaux sociaux comme quoi ils ont. Non, on veut quelque chose d'organisé avec le nombre de personnes qui sont capables, parce que si dans ce groupe-là, nous sommes 20, on sait qu'on doit compter sur 20 personnes. Si nous sommes 50, on doit compter sur 50 personnes. Si d'autres personnes veulent donner, ça va être vraiment à partir de ce groupe-là qu'on va comptabiliser pour estimer qu'est-ce que nous sommes capables de faire. Henri, c'était une méthode, nous en avons parlé comme ça, parce que vous savez, pour aider, personne n'a l'expérience de l'aide, personne n'a l'expérience d'aider les orphelins de l'armée camerounaise. Mais il ne faudrait pas que non plus que certaines personnes en profitent pour, comme les autres ont fait pour créer la guerre, mais nous, on veut s'aimer la paix. Et s'il y a une meilleure méthode, vraiment, nous vous invitons dans cette bulle-là à nous proposer des méthodes. On avait pensé que ça devait se faire en nature, mais en nature, ça risque de nous plus cher coûter plus cher au réseau de les rapatrier au Cameroun. Mais on va également s'entendre, si quelqu'un, par exemple, voyage pour le Cameroun dans les prochains jours, il peut donner au réseau des patriotes 25 kilos de la France, du Canada, de l'Italie, de la Belgique, de la Suisse pour le Cameroun. Si quelqu'un va au Cameroun, eh bien, donnez-nous 25 kilos. Ça va vous permettre de transporter uniquement les équipements que nous avons dit. Sacs complets ou des sacs ou des stylos ou de tout ce qui peut servir à un écolier, à une université, parce qu'il y a les élèves du primaire, du secondaire et même de l'université. Donc, si vous nous donnez quelques kilos, eh bien, c'est déjà votre contribution. C'est un gros merci. C'est plus que le parrainage d'un enfant. Vous aurez parrainé plusieurs enfants parce que vous aurez permis à plusieurs matériaux d'arriver au Cameroun. Donc, Henri, il y a quelque chose d'autre à ajouter certainement dessus parce que sous le feu de l'émotion, peut-être que j'oublie certainement quelque chose. Ou alors tu vas le dire à ta façon. Non, non, juste que comme tu disais, on n'a pas beaucoup d'expérience de tout ça. Et qu'est-ce qu'on a, peut-être les références qu'on voit dans d'autres systèmes. L'expérience qu'on a, quand on regarde le Téléthon, des choses comme ça. Et on regarde comment on se dit comment on réagirait soi-même quand on est face à ça. C'est ce type d'expérience sur lesquelles on peut se référer pour avoir une idée de quoi faire. C'est pas évident non plus. Mais bon. Surtout dans le contexte, hein? Surtout dans le Oui, contexte. on a un contexte assez bizarre où il y a beaucoup de choses malsaines qui circulent dans la toile. Moi, j'en ai vu d'ailleurs parce que j'ai appartenu à quelques groupes à l'époque et j'en ai quand même vu je ne veux pas citer ces groupes dans lesquels pour ne pas leur faire une publicité qu'ils ne méritent pas. Ceci étant, les gens deviennent alors assez, comment on dit en anglais, picky. Mm-hmm. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un peu difficile, l'approche d'une réalité comme celle-là, malgré les bonnes volontés. Bon, c'est difficile d'ajouter quelque chose après. Oui, tout à fait. C'est comme on dit maintenant, comme on dit, tout ce que les gens peuvent apporter, nous sommes preneurs. On a quand même le temps, on va s'arranger s'il y a des gens qui parlent, mais vraiment uniquement des stylos, crayons, gommes, règles pour ça. En ce qui concerne les sacs, on les veut uniformes, c'est-à-dire on va acheter les mêmes sacs. Ça veut dire que si on en achète une cinquantaine, ça va être au moins 10 de la même, 10 de chaque sorte, 10 de sortes différentes, ou bien 5, je veux dire, 5 de sortes différentes.
Si c'est 100, ça va être 10 de sortes différentes ou alors de la même sorte. Les cahiers également, on veut les uniformiser, que ce soit des cahiers qui se ressemblent, mais tout ce qui concerne les stylos et tout, nous allons également, nous avons fait la promesse d'en commander incessamment. Donc, s'il y a des gens vont au Cameroun et qui veulent nous donner 10 kilos, 5 kilos, vraiment, n'hésitez pas. Ça va être ça parce que tout ça va se localiser au Cameroun et le jour J, le jour dit, vous saurez exactement où est-ce que ça va. Nous ferons un rapport d'abord dans les bulles où nous ajouterons tous ceux qui auront apporté de l'aide parce qu'il ne s'agit pas de parler non plus à la face du monde. Si on pouvait le faire uniquement avec des gens de RPCAM humanitaire, nous le ferions, mais il faut on interpelle plusieurs. Donc, c'était important de le mentionner parce qu'aujourd'hui, c'est la journée du deuil national pour ces hommes qui sont tombés et c'est de rappeler que ces hommes et ces femmes-là ont laissé des enfants. Et on ne peut pas s'occuper de tout le monde des enfants. Et puis, le RPK a aussi, et d'ailleurs, c'est l'une de ses missions, la sensibilisation, mais l'assistance également, l'assistance aux personnes démunies. On ne peut laisser ni l'un ni l'autre. Donc, pour cela, il n'y a pas de camp. Toutes les associations qui veulent faire la même chose, que ce soit dans les trucs et apporter ou alors qu'on mette dans le chemin, parce que nous nous sommes assurés, avant d'en parler aujourd'hui, nous nous sommes assurés de parler à la personne responsable de tout cela. Donc, on va avoir une rencontre avec un de nos représentants du RPCAM, du réseau au Cameroun, va le rencontrer. Donc, tout est déjà en branle pour qu'on puisse vous dire des choses clairement. Donc, il ne s'agit pas tout simplement de lancer des mots en l'air. Alors, Henri, je pense que ça ne clôt pas le sujet, mais au contraire, ça ouvre vers des perspectives. Tout le monde ne peut pas avoir une carrière militaire. D'autres Oui, c'est doivent clair. D'autres doivent pourtant travailler, d'autres doivent subvenir aux besoins de leur famille sans être militaires, sans prendre des risques. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Dans la fosse au lion avec Henri Antagana, nous entamons donc le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est l'emploi au Cameroun. Nous allons faire le diagnostic et nous allons parler du processus de création d'emploi. Est-ce un parcours du combattant? Est-ce que les gens sont informés? Est-ce que les gens savent également comment faire pour trouver un emploi? Quels sont les organismes qui sont à votre disposition? C'est un peu ça aujourd'hui dans La Fosse au Lion avec Henri Atangana, Sergio Bobson pour le réseau des patriotes camerounais. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube, de vous abonner et également de liker bien sûr la page. Mettez des étoiles, plusieurs étoiles. On aime ça, nous les étoiles. Et puis, bien sûr, sur la page du réseau des patriotes camerounais et bien sûr, dans RPCAM humanitaire, qui est aujourd'hui, on va dire, la plateforme pour aider les enfants des militaires tombés au combat. Henri, travailler au Oui, Cameroun. oui, on avait un invité qui investit au Cameroun et qui, à cet effet, dans ce sens-là, devait partager ce qu'il compte faire au Cameroun et les possibilités d'emploi ouvertes à la jeunesse camerounaise en particulier et à tous les Camerounais en général. Ceci étant, il n'a pas pu être là à cause à cause d'un emploi du temps surchargé et on va devoir faire sans lui et plutôt aborder l'aspect de l'environnement du travail au Cameroun, c'est-à-dire une analyse. Et après ça, normalement, on devrait parler de la Sonara suite. Ça, c'était en fait les deux thèmes aujourd'hui. C'est-à-dire la Sonara, après l'incendie de la Sonara, après les soubresauts qu'il y a eu après, et quoi pour la suite. Pour l'instant, on va commencer par essayer d'analyser l'environnement de l'emploi au Cameroun et ce qu'il faudrait faire pour essayer de doper cet environnement-là. C'est pas très évident, c'est pas très évident, mais la première chose qu'on devrait faire, à mon avis, c'est de merci, je sais pas qui c'est. J'ai un message cocasse. Et monsieur en casquette, dans le minute, il est très fort dans la lecture humaine. Mais bon.
Je- Donc, voilà. Euh, donc, on va devoir partager un peu, essayer d'analyser l'environnement de l'emploi au Cameroun. Donc, on va essayer de parler des niches d'emploi. On va essayer de parler des raisons pour lesquelles euh, l'emploi n'est pas aussi... pourquoi ça... allez, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche un peu plus? Et puis, on va aborder tous ces sujets et essayer de partager avec vous vos expériences, de façon qu'on puisse faire un diagnostic total. Parce que je suis de ceux qui pensent que pour pouvoir faire, pour pouvoir proposer une thérapeutique, comme les médecins disent, je n'ai pas envie d'utiliser de mots savants, pour pouvoir soigner, il faut connaître le mal. Les médecins disent, pour pouvoir proposer une thérapeutique, il faut d'abord avoir fait un diagnostic, un bon diagnostic. En d'autres termes, si vous allez chez le médecin et que vous avez le palud, s'il trouve que vous avez mal au ventre, vous ne serez jamais guéri parce qu'il va vous donner des médicaments pour soigner votre mal de ventre, alors que vous souffrez d'autre chose. Le diagnostic est donc essentiel dans le cadre de, de, de la recherche des solutions ou des thérapeutiques pour des solutions données. Non, on va donc devoir faire ce diagnostic en attendant que Bobson revienne, parce qu'il ne faut pas que je lance le sujet et qu'il arrive et qu'il ne sache pas où on en est. Sinon, moi, je peux y aller tout seul. Donc, tu peux y aller. Je suis là. Je m'assurais tout simplement qu'un certain nombre de choses soient faites. Donc, oui, mais je t'écoutais en back-office. Effectivement, c'est dans le Ah, diagnostic. Alors, Harry, on parle de l'emploi au Cameroun. Les jeunes ont du mal, disent-ils, à trouver un emploi. Et le constat qui est fait, c'est le fait que la plupart des jeunes ne déposent pas les CV. Beaucoup attendent d'avoir le frère, la sœur, ou bien l'oncle, la tante ici pour qu'ils puissent, pour qu'on puisse les tenir la main. Pourtant, il existe des organismes comme le Fonds national de l'emploi. Les gens, parfois, ils sont allés une fois, ils ont déposé un CV, mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a une mise à jour qui se fait annuellement, c'est-à-dire même parfois au trimestre. Donc, de temps en temps, il faut aller redéposer son CV, suivre des séminaires qu'ils organisent, parfois des séminaires de formation, même pour les stages. On peut faire appel au Fonds national de l'emploi du Cameroun, qui, soit dit en passant, j'ai critiqué dans une de mes premières vidéos, mais il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc, mais les gens ignorent que vous devez de temps en temps appeler votre conseiller, aller de temps en temps y aller pour démontrer que vous êtes toujours en position de chercheur d'emploi. Ça également, beaucoup de jeunes ne le savent pas. Mais l'autre problème qu'il y a au Cameroun, c'est les employeurs. Les employeurs au Cameroun, j'ai envie de dire, euh, les opérateurs économiques là, sont rendus maîtres dans la, j'aime pas, mais dans l'exploitation. Dans l'exploitation. Aujourd'hui, on a l'impression que le salaire maximum qu'on peut donner à quelqu'un au Cameroun, c'est 120 000. On dirait qu'ils se sont passés le mot. 100 000, 120 000. Que tu aies une maîtrise, que tu aies une liste, que tu aies une maîtrise, une licence, un bac. Malheur à toi si tu n'as pas un bac. Ça veut dire qu'on va te donner 50 000. Ils ont des salaires déjà arrêtés qui ne reflètent pas le travail que les gens ont à faire au quotidien. Et ça, c'est une exploitation qui émane plutôt de la mentalité du patronat camerounais. Et ça, c'est une réalité qui nous permet de poser les bases du diagnostic, les bases de ce que nous allons évoquer aujourd'hui comme sujet. Henri, est-ce que tu as la même lecture que moi? oui, avec un biais, avec une petite, avec, avec des, je vais pas dire des différences, mais avec des nuances. La première chose, c'est au niveau du CV. Donc, quand on analyse tout ce que tu as dit, nous sommes dans l'aspect sociologique d'un pays. C'est-à-dire que nous avons des gens, des jeunes qui ne savent pas faire un CV. Ça, c'est ce que tu as dit. Et ça, c'est correct. Parce que je me souviens, j'étais allé au Cameroun, je vois une de mes cousines qui arrive, enfin une cousine, une petite cousine, on appelle tout cousin au Cameroun, hein, c'est-à-dire vous allez appeler cousine la fille de votre tante, qui dit, bon oui, voilà, j'ai une licence, je cherche de l'emploi. Je lui dis, où est ton CV? Elle me dit, pardon? Je lui dis, mais où est ton CV? Elle me dit, bah ici, CV, ça n'existe pas. Je dis, comment ça n'existe pas?
Elle me dit, ben, ici, pour trouver un emploi, tu dois connaître quelqu'un qui te met en poste. Je dis, C'est mais ça. attends, tu sais ce que tu me racontes là? Elle me dit, mais ici, c'est comme ça. Bon, voilà. Je dis, ben voilà, il y a un souci. On peut l'expliquer dans la sociologie du Cameroun. Dans la sociologie du Cameroun, on est indépendant dans les années 1960. Si vous n'inscrivez pas ce que vous faites, votre sociologie dans une histoire, vous n'allez rien comprendre. Donc pendant ces années 60, les Camerounais se battent pour les décolonisations. Parce qu'ils se sont battus pour les décolonisations, quand on nous donne ce qu'on appelait les indépendances, ben, il faut occuper des postes, il faut des instituteurs, il faut des fonctionnaires, il faut des professeurs de lycée, ben, il faut donc des employés. À ce moment, ben, on a besoin de quelqu'un quelque part, dès que vous aviez un diplôme, dès qu'on savait, on venait vous chercher carrément. C'était d'ailleurs l'époque où le gouvernement camerounais envoyait des gens avec des bourses étudiants en Europe et ils retournaient automatiquement travailler. Notre chef d'État actuel est dans ce cas. Et beaucoup de personnes. Donc, comment vouliez-vous qu'une jeunesse apprenne à faire des CV? Ah, c'est pratiquement pas possible. Donc, en fait, ils ne sont que le fruit de leur société. Ils sont des enfants de parents qui n'ont pas fait de CV pour travailler. Il n'y a donc personne qui leur a passé cette expérience. Ben voilà, parce que donc ils n'en font pas. Ça, c'est la première chose. Il faut leur réapprendre à faire des CV, ce genre de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme tu disais, euh, il y a c'est le deuxième diagnostic que tu faisais, c'était lequel? Le Oui. deuxième symptôme. Oui. Le deuxième symptôme, c'est le patronat, la mentalité du patronat Voilà, la camerounais. mentalité du patronat. Là, tu reviens aussi à une réalité. C'est quoi un salaire? Comment on donne un salaire? Le salaire est le résultat d'un marché. L'offre et la demande. Les gens ont tendance à oublier ça. Le salaire se détermine en fonction de l'offre et de la demande sur le marché de l'emploi. C'est la règle libérale. Pour certaines sociétés avec des protections sociales, l'État va imposer un salaire minimum pour éviter l'exploitation des gens. Ce salaire minimum s'appelle SMIC Mettez le dans certains numéro, sites. s'il vous plaît, mettez le numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont prêts, là, mettez le numéro, je vais l'épingler, je ne connais pas par cœur. Donc, ce salaire minimum, il va s'appeler SMIC ou SMIC avec C ou SMIC avec G, selon le contexte en France. Aujourd'hui, on parle plus de SMIC en France, c'est-à-dire le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et avant, il était le salaire minimum interprofessionnel garanti. Voilà, OK. donc mais le salaire reste une discussion entre l'employeur et l'employé, entre l'offre et la demande sur le marché. C'est ça le libéralisme. Oui, mais dans le contexte camerounais ou alors dans le contexte des pays en voie de développement où la main-d'œuvre est quand même abondante parce que nous avons une jeunesse dynamique, dans ce contexte-là, est-ce que le gros bout du bâton, ce n'est pas l'employeur qui le tient? Oui, ça c'est ce qu'on appelle un marché décalé. Et c'est pour ça, c'est pas forcément l'employeur. C'est parce que si je suis un employeur et qu'il n'y a pas de personnes sur le marché, je vais les payer cher. C'est l'offre et la demande. Je veux et je paye. Sauf si on quitte ce regard, on dit on ne veut pas de société libérale, on veut un autre type de société. Moi, je n'ai pas de préférence. Oui, J'ai dit que moi non plus, Voilà. je n'en ai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, l'aspect que je voulais que tu abordes, certainement que tu allais en venir, mais j'insiste là-dessus, après je t'amène là-dessus. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas également un problème de formation? Parce que quand on cherche donc la personne, des gens qualifiés, en réalité, il y en a très peu. On a plus de généralistes que de professionnels. Est-ce que ce n'est pas également un mal qu'on retrouve au Cameroun au niveau de la professionnalisation ou de l'expertise dans le domaine? J'ai déjà eu ce débat. Et moi, j'ai toujours dit que ça, c'est quand on aborde les choses avec une sensibilité occidentale, sans tenir compte de la réalité sur place. Les formations pour Administrateur, quel... s'il vous plaît, le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, je ne l'ai pas par cœur. Mais celui WhatsApp, hein, pas celui qui se termine par 5695, pas lui, l'autre.
Non, Oui, j'étais en train de dire donc pour quel voilà. J'étais en train de dire alors pour qui former pour quels emplois? C'est ça la question. Donc, toutes ces questions-là, est-ce que l'employeur tient pas? Ben oui, alors on fait quoi? On a deux façons de faire. Soit on décrète par une loi, on fait imposer. C'est ça qu'on appelle un salaire minimum. mais il faut dire que Voilà. dans les années 80, je pense qu'il il y avait des braguettes salariales en fonction des diplômes qui avaient été enlevées justement par décret présidentiel quelques années après l'ascension du président Paul Biya au pouvoir, qui était dans le but justement de booster l'économie. Ça veut dire que la négociation se fasse en fonction des compétences de chacun, qui disent qu'est-ce qu'il vaut sur le marché. Mais avec l'analyse que tu as fait tantôt enfin, pas l'analyse, avec la définition que tu as donnée tout à l'heure, la réalité que tu as décrite, qui est donc le salaire dont peut être mesuré, en ce sens que plus il y a des demandeurs d'emploi dans un domaine, et moins les salaires seront élevés. Et moins il y en a de qualifiés dans un domaine, plus les salaires seront élevés. Ça, Exactement. ça, c'est la réalité. Mais cette réalité, donc, fait en sorte que nous avons, d'une part, beaucoup de généralistes, donc qui ne sont pas qualifiés. Des bacheliers au Cameroun, il y en a à l'appel. Et aujourd'hui, je dirais même que des licenciés, il y en a à l'appel. Donc, C'est puisqu'ils n'ont vite pas... dit. L'un des problèmes du Cameroun, ça c'est une parenthèse, c'est qu'il y a beaucoup de faux diplômés. Et ayons le courage de le dire. Mais quand tu dis faux On- diplômés, Harry, quand tu dis faux diplômés, tu ne parles pas des gens qui ont des faux diplômes, tu parles des gens qui ont des vrais diplômes, mais qui, en réalité, sont des paresseux. Ou des deux Quand tu achètes catégories. une place, attends, quand tu achètes une place dans une école, es-tu un vrai diplômé? Non. Mais tu as Voilà. mais tu Donc, as le papier. voilà, très bien. Mais on te donne un vrai diplôme et une véritable incompétence. Mais l'employeur, il ne le sait pas. Il voit le papier. Tiens, si l'employeur ne le sait pas, tu es en train de me dire que tu es en train de m'expliquer que l'employeur est incapable de voir la différence entre un homme compétent et un homme pas compétent. Un Non, homme qui connaît, non, non, non. C'est pas ce que je dis. Parce que, en fait, je veux que tu crèves l'abcès. Il y a des faux diplômés. Mais l'employeur, au moment où il ouvre un poste, d'accord? mhm, Lui, que tu sois un vrai diplômé ou un faux diplômé, là, le salaire qu'il va te proposer, c'est un salaire merdique. Parce que tu es dans un c'est vide. contexte où il a l'impression que des diplômés comme toi, ou alors des bacheliers comme toi, ou des maîtres comme toi, il en a à l'appel, il n'a qu'à ouvrir la porte. D'ailleurs, c'est la menace que la plupart des patrons véreux brandissent, c'est si tu n'es pas content, il y en a plein qui attendent dehors pour prendre ta place. Au Canada, on t'engage sur le diplôme? Or, le diplôme peut être là, mais en fait, c'est plus des qualifications. Ben C'est des voilà. qualifications. C'est ça. Et Mais comment il fait pour... Donc, voilà. Donc, le faux diplômé ne peut pas avoir de vraies qualifications. tout à fait. Très bien. Donc, ton employeur au Canada, il a un processus de recrutement qui permet de savoir ta compétence Oui, au-delà du diplôme. au-delà. Voilà. Donc, si tu viens, tu lui dis, bon, j'ai tel diplôme, lui va quand même faire des tests. Effectivement, c'est la moindre des Il choses. va te laisser partir avec ton diplôme et ton incompétence. Donc, bah oui, tu vas repartir avec ton diplôme et il va aussi te laisser partir avec ton incompétence et il va donner la priorité à des personnes qui ont un diplôme, certes, et des compétences. Et cette réalité qui est une réalité occidentale, pourquoi on ne l'applique pas au Cameroun? Donc, c'est la première réalité, c'est le faux diplôme. Donc, c'est ça qui est un peu gênant. Et le faux diplôme, il a plusieurs visages. C'est-à-dire le vrai diplôme qu'on a acheté. Les scandales des gens ayant acheté des places dans les écoles au Cameroun sont monnaie courante. Vous pensez, attends, vous me mettez à l'ENAM. J'ai donné quelques millions pour acheter ma place. Expliquez-moi pourquoi vous voulez que j'étudie. Et si tu me mets à l'ENAM ou à la Polytech ou n'importe où, si j'ai acheté ma place, je n'ai aucune raison d'étudier. J'attends qu'on me donne mon diplôme à la fin. Oui, Ça, c'est la... Oui. ça c'est la réalité. En fait, ça émane également du contexte. Le contexte social au Cameroun voudrait que
on encourage plutôt les enfants ou les jeunes à avoir des diplômes plutôt que d'avoir une compétence. Et, et c'est une Ouais, réalité. mais tu sais ce qui est frappant chez les Camerounais? C'est la façon, avec, la facilité avec laquelle on s'habitue à la bêtise. Enfin, on s'habitue, on aime vraiment la bêtise. C'est vraiment un problème camerounais. Donc, très bien. Je dis, bon, d'abord, ça, il faut parler de beaucoup de diplômes et de compétences. Il y a un premier problème là, c'est qu'il y a beaucoup de faux diplômes, c'est le premier problème. Le deuxième problème aussi qu'il est important de mettre en œuvre, c'est le- ce sont les recherches d'emploi. Moi, je dis que moi, j'attendais ta réponse ailleurs. Le salaire étant un rapport entre l'offre et la demande, l'État peut légiférer sur des bas salaires pour qu'on n'exploite pas les gens. Le salaire minimum, c'est ça. Ça, c'est un gros débat, le débat du salaire minimum. C'est un autre débat. Et puis, il y a le fait qu'au-delà du salaire minimum, les gens négocient pour leur salaire en fonction de leurs compétences. Et il y a d'autres. Et comment le patron fait? Le patron, il essaie de voir votre CV, vos compétences, il vous teste. Si vous avez un véritable emploi à donner à quelqu'un, exemple, vous cherchez un soudeur, quelqu'un qui va faire de la soudure pour le fuselage d'un avion. Vous croyez vraiment qu'un mec va venir vous déposer un diplôme et vous dire, ben, écoute, j'ai le diplôme de soudure? Vous allez le tester. Vous allez essayer de savoir, vous n'allez pas laisser un avion mal soudé qui sort de l'usine et puis ça fait un crash. Donc, vous allez devoir le tester. Vous allez donc devoir mettre en œuvre des procédures qui permettent de savoir qu'il sait faire son travail. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'en parlais, Henri. Parce que j'ai vu une offre d'emploi au Cameroun d'une compagnie Camlet. Attention, asseyez-vous bien. Avis de recrutement, de recrutement promotrice. Nous invitons toutes les candidates, bien sûr, cherchent des promoteurs, à déposer leur dossier de demande d'emploi pour la sélection au poste de promotrice qui se tiendra au centre régional de Ndogbon ce mois-ci. Bon, déjà, sans précision, parfait. Les dossiers doivent contenir aucun sous-couvert, car la sélection ne sera basée que sur les compétences commerciales et marketing des candidats. Écoute bien la précision. Par contre, avant de recevoir ou de déposer un dossier, s'assurer que les critères de sélection suivants sont respectés. Critères de sélection. Être âgé d'au moins 21 ans à la date du recrutement. Avoir une masse corporelle normale. Pas de forte corpulence. Avoir minimum 1,60 m. Avoir minimum le probatoire. Avoir un teint uniforme. Date limite de dépôt de candidature le 25 juin 2010, le 25 juin 2019 à 17 h. Alors, moi, quand j'ai vu ça, un teint uniforme, OK, on se dit, d'accord, parfait. J'ai vu avoir une masse corporelle normale, pas de forte pente, et avoir une taille minimum de 1,60 m. On va peut-être rentrer dans un débat qui a fait rage lorsqu'on recrute des mannequins, par exemple, où on les veut squelettiques et tout, et tout. Mais dans tout ceci, avoir un probatoire, est-ce une compétence? Pour une compagnie comme Camlet, est-ce une compétence? Est-ce qu'une compagnie comme Camlet doit faire une telle discrimination? Ça veut dire que va recruter les gens ou alors éliminer les candidats sur la base de leur apparence. C'est-à-dire le Oui, diagnostic, c'est vrai qu'on veut des représentants, mais dans tout ce que tu as lu là, moi, je n'ai pas vu la compétence qui était évoquée plus haut. Est-ce que ça ne traduit pas le contexte? moi, je lis cette offre d'emploi différemment. Il y a des caractères qui sont purement discriminatoires. Mais ça, c'est la première chose. Et il y a des caractères qui sont normaux. C'est-à-dire que si on veut la personne pour rédiger des textes, on peut lui dire que quelqu'un qui a le probatoire sait écrire un texte sans les fautes. Mm-hmm. Mais On est-ce une peut aller compétence? de ça. Bah, une compétence, ça dépend de ce qu'on appelle compétence. Si je OK. veux quelqu'un qui a au moins. Dans ce sens que la personne qui a le probatoire est censée savoir lire et écrire. Voilà. OK. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit un diplôme minimum, on se dit, bah oui, la personne est capable de rédiger du courrier sans faire des fautes.
Mhm. C'est le but. On s'est dit, bon, voilà, comme le courrier est de ce qu'on doit rédiger est de tel niveau, si vous n'avez que le CEPE ou le BEPC, vous risquez de faire des fautes. Et comme ça, vos rapports risquent de comporter des fautes. Ou alors, enfin, ça dépend de l'employeur qui décide. Là, ce n'est pas forcément discriminatoire, ce n'est pas forcément une compétence. En général, on va dire, ben, tel diplôme au moins. Et normalement, là, on doit choisir la personne la plus compétente. C'est-à-dire que si vous êtes nombreux, on fait un test de dictée. On prend les plus compétents. C'est quand vous allez dans un entretien d'emploi, il y a toujours des phases de test. Tout à fait. Enfin, je ne sais pas, dans tous les pays du monde, enfin, moi, partout où j'ai vu, vous envoyez votre CV, mais ce n'est pas parce que vous avez envoyé votre CV respectant les critères qu'on va vous engager. En général, vous êtes nombreux et il y a des phases de sélection. Donc, ça c'est la première chose. Et puis, il y a des critères discriminatoires physiques. Il faut bien savoir que certaines sociétés peuvent avoir des dérogations sur les discriminations. Exemple, je suis dans une banque, je veux mettre les gens au comptoir, je vais sélectionner par exemple des filles jolies. Et la personne va estimer qu'une fille de telle taille est jolie. Il faut savoir que pour les mannequins, c'est la même chose. Sinon, Oui. par exemple, dans le concours de Miss Cameroun, bah, une fille qui mesure 1,40 m, on lui dit bah, tu ne peux pas parce que tu es trop petite. Ce serait une discrimination. Mais ce sont des dérogations spécifiques à des emplois particuliers. Ce sont des dérogations. Ils ont le droit. Mais de façon tout à fait générale, si tu limites la taille, tu es donc dans le caractère de la discrimination. Et ça, c'est le législateur qui doit le dire. Ce n'est pas nous. Ben non, pour nous, il s'agit d'en parler parce que nous sommes dans le contexte. Maintenant, c'est de laisser l'opinion publique en gérer. De toutes les façons, moi, j'aurais ma fille, j'aurais ma nièce, je ne la verrais pas postuler là. Ah bon, oui, ça c'est clair. Là, c'est. Mais je veux dire que dans le cas de la réglementation, c'est le législateur qui parle. Est-ce que ces critères sont discriminatoires? C'est le législateur de le dire. Parce que dans certains emplois, dans certains métiers, on considère que ce n'est pas discriminatoire. Exemple, l'élection Miss France, on considère que ce n'est pas discriminatoire d'imposer une taille. C'est pour cette raison que je disais que peut-être qu'on va rentrer, c'est peut-être pour cette raison que je disais qu'on va rentrer dans un débat qui a fait rage normalement pour les mannequins et tout, parce qu'effectivement, le débat a fait rage en Europe et même au Canada. Donc, je voulais prendre ça comme exemple patent pour dire que les critères de compétences évoqués, à part savoir lire et écrire, en réalité n'avaient rien à voir avec le savoir-faire du métier. C'était plutôt des critères basés sur Oui, le mais il faut savoir déjà quel est le métier. C'est ça la difficulté. Quand on entend une compagnie qui fait du lait au Cameroun, quel sera le métier de la personne dedans? c'était des promotrices. Donc, agent de promotion, agent de terrain ou agent marketing, là, on leur donne les noms qu'on veut. Donc, Ah oui, oui, attention, c'est les métiers les plus c'est les métiers justement où on a des dérogations discriminatoires. C'est-à-dire qu'on estime que la fille qui va aller se mettre dans un rôle d'entrée, présenter les produits, doit avoir telle caractéristique physique. Et ils ont le droit. Ils ont le droit de dire qu'elle doit avoir telle caractéristique physique. Mais dans les autres métiers, ça serait considéré comme discriminatoire et condamnable par la loi. Mais non, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. parfait. Donc, Donc, c'était important à- d'en parler. juste une Oui. minute, je vais allumer parce que Ah oui, je vais allumer parce tu que commences à être dans le la noir. nuit commence à tomber, oui. Je Donc, commence à être invisible. et Un puis, noir dans le noir, c'est difficile à voir. il y a autre chose qui m'avait interpellé, donc il s'agissait donc vous avez vu, la teinte, c'est-à-dire, le teint doit être uniforme. Donc, donc si vous êtes rouge au visage, noir aux mains, noir aux pieds, je ne sais pas s'ils vérifient les cuisses. Il faut qu'Henri vienne nous dire s'ils ont le droit de vérifier les cuisses aussi. En fait, les couleurs d'encens là, apparemment, ça ne marche pas. Donc, il faut soit avoir un Janssen parfait. Moi, Vraiment je vais parler, désolé parce qu'il fallait allumer pour que ça se voit un peu. Donc moi, je ça, vais c'était parler, pour là. je vais parler pour notre auditoire là. En fait, pour celles qui font le décapage, en fait, il faudrait que ce soit un décapage parfait. Ça, c'était la parenthèse. Ça a également attiré mon attention et il était important qu'on en parle. Donc, parce que c'était dans le contexte vraiment de l'emploi et on parlait donc des différents. Bon, on a pris peut-être, j'ai pris ce truc parce que je l'ai vu sur Internet, je l'avais enregistré parce que j'avais dit certainement dans le cadre de la fosse au lion. N'oubliez pas, alors on prend une minute pour faire un autre partage, un dernier partage et pendant ce temps, je vous invite à aller, pour tous ceux qui ont des âmes sensibles, même si vous voyez cette vidéo en différé, allez vous abonner donc dans la fosse, dans RP Camp Humanitaire.
pour aider les enfants de nos soldats. Nous avons un premier intervenant, Henri. Oui. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour Français des Patriotes. Oui, bonsoir frère. Bienvenue dans la Fosse au Lion avec, pour le réseau des Patriotes camerounais avec Henri Atangana et Sergio Bobson. Oui, tu te présentes et tu peux intervenir. Moi, c'est Christian. J'appelle depuis la Suisse, depuis Berne en Suisse. Oui, bienvenue dans la Fosse au Lion, Christian. Merci bien, merci bien, merci bien. J'espère que je ne vais pas me faire manger. Moi, oh non, non, en l'occurrence, c'est vous les lions. En fait, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec le sujet de l'emploi tel que vous le présentez, la problématique. Okay. Moi, quand je prends l'exemple très simple d'un chantier au Cameroun, et je prends très simple l'exemple d'un chantier en Suisse ou bien même peut-être au Canada, nous allons voir que le nombre de personnes qui y travaillent, par exemple, au Cameroun, est 3 fois plus élevé que ceux qui travaillent, par exemple, dans un chantier, soit en Suisse, soit au Canada. Mais le volume salarial est presque la même chose. Parce qu'au Cameroun, si on a un chantier peut-être de 3 étages, on a parfois 40, 50 personnes qui y travaillent. Ici en Suisse, tu vas y aller, tu vas voir une dizaine de personnes. Ici, ils ont un salaire relativement haut, alors que ce même volume-là, on va le partager au Cameroun à 50 personnes. Et ça va faire que ce sont des petits tâcherons qui vont faire du n'importe quoi et chacun va venir à l'heure qu'il veut, au moment qu'il veut. Ici, on a 10 personnes. Chacun a une responsabilité très élevée dans le chantier. Et je reviens sur la qualité. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on n'a pas de qualité. On n'insiste pas sur la qualité du personnel au niveau du chien. Au Cameroun, je veux dire. Parce que quand on est dans ce pays-ci, quelqu'un a une responsabilité importante que si sa machine, si son secteur ne fonctionne pas, il peut paralyser le chantier. Donc, on a besoin de gens responsables. Je veux aussi prendre nous-mêmes, nous qui vivons à l'étranger, qui avons des petites entreprises au Cameroun, ou bien des petites activités. Lorsqu'on a besoin d'un petit menuisier à la maison, qu'est-ce qu'on va chercher? On va dire à son frère qui va aller dire à sa copine, qui va aller prendre la copine du frère pour nous amener quelqu'un. On ne va même pas échanger 2 phrases avec lui pour lui demander est-ce que tu as un CAP, est-ce que tu as fait ma menuiserie? Non. Dès qu'on nous présente quelqu'un, nous allons l'embaucher parfois dans des chantiers où nous investissons extrêmement d'argent et après, c'est nous qui récoltons le fruit du mauvais travail. Pourquoi? Parce que même si ce n'est pas un entretien d'embauche en tant que tel, échanger juste 2 mots avec quelqu'un, on tombe en panne quelque part, on dit oh, il y a un mécanicien là, sans regarder à gauche, à droite, sans même poser la question. Tu as fait mécanique ou tu connais? Non, on va lui confier les clés, on va lui ouvrir le moteur et c'est parti pour une voiture qu'il n'a jamais vue. Donc, ce que je vais chuter en disant que la problématique, elle est là dans le fait qu'on a tendance à négliger l'employé. On ne va pas fouiller, savoir ce qu'il a fait. On le prend comme ça parce qu'il y a des salaires minimums au lieu de prendre des véritables personnes pour un bon salaire. C'est un peu là où moi, je situe la problématique de chez nous au pays. Parfait. Tu restes en ligne. Henri Atangana va commencer. Oui, oui, je pense que c'est l'erreur qu'on fait souvent quand on analyse. C'est-à-dire que quand il compare la Suisse et le Cameroun, je dis d'accord. Mais il oublie de dire une chose, c'est que le chantier dont il parle en Suisse, la personne qui est responsable du chantier est une entreprise. C'est un entrepreneur. Au Cameroun, il le dit lui-même. Tu appelles quelqu'un, un inconnu. Là, déjà, la méthodologie n'est pas la même. Prenons le cas d'une maison, parce que lui-même il parle, ou d'un garagiste. En Suisse, tu ne vas pas voir quelqu'un qui va
qui va se confier sa voiture à quelqu'un qui n'est pas agréé. Il va confier à quelqu'un qui est agréé. C'est-à-dire un garagiste. Je peux apporter des petites précisions. Là, on fait confiance à l'État. Si quelqu'un vient chez moi en tant que garagiste ou bien est inscrit en tant que garagiste, c'est s'il a ouvert une société en tant que garagiste, c'est qu'il a déposé ses documents. L'État garantit les documents que ce garagiste-là, lui, il est vraiment formé. Mais nous n'avons pas ces garanties offertes par l'État du Cameroun, par exemple. Donc, il me revient à moi, citoyen, au moins de poser 2-3 questions à ce monsieur. Par exemple, ici, tu ne peux pas ouvrir un garage si tu n'as pas le diplôme fédéral que tu es garagiste. Tu ne peux pas l'ouvrir. Oui, Christian. Mais au Cameroun. Oui, Christian. En réalité, ce que tu dis est pertinent. Donc, on va laisser Henri aller jusqu'au bout. Ensuite, je vais te donner la possibilité. Non, il avait raison d'apporter la précision. Moi, je vais lui dire, il avait raison d'apporter la précision parce que parfois, on peut poser la question la première fois sans beaucoup de précision. Ceci étant, on revient sur ce que je dis. Il dit, en Suisse, pour ouvrir son emploi, un garage, l'État rassure, garantit que la personne a les compétences requises. Les certifications. Et les qualifications nécessaires, voilà, beaucoup plus d'ailleurs que les compétences, mais les qualifications, c'est-à-dire quoi? Je donne un exemple très simple. Par exemple, en Belgique, vous voulez être coiffeur. On va vous demander d'avoir été dans une école de coiffure. Et moi, j'étais surpris quand j'arrivais en Europe. Quand vous entrez dans un salon de coiffure, si tu n'as pas été dans une formation de coiffure, tu seras pris, mais comme on appelle ça les shampouineuses. Oui, voilà. On lave juste la tête, mais vous n'avez pas le droit de tenir les ciseaux. Très bien. Cette chose-là est garantie d'abord par un système et par l'État. Pourquoi je dis par un système et par l'État? Parce que l'État tout seul ne peut pas. Je vais expliquer comment il fonctionne. Il y a d'abord ce qu'on appelle, ça c'est pas des syndicats, ça a un nom. Des secteurs d'activité. Ou les ordres des ordres professionnels. Oui, ça s'appelle en fait les ordres professionnels, les secteurs d'activité. Et il y a des secteurs d'activité qui vont faire que vous allez être inscrit dans ce secteur qui va vérifier ça. Et puis, il y a l'État qui peut envoyer des agents administratifs le vérifier. Je vais poser la question à monsieur. Tu arrives à Yaoundé, à Christian, pardon. Tu arrives à Yaoundé, tu dis, moi, je suis chef d'État. Je décide que je l'impose au Cameroun. Au Cameroun actuellement. Une fille qui doit ouvrir un salon ou quelqu'un, il doit avoir les qualifications. Il faut d'abord ouvrir les écoles de coiffure qui n'existent pas. Donc, il faudrait que je me demande d'abord si je le fais, est-ce que c'est réalisable? Restons dans le cas de la coiffure. Oui. Ça, c'est la première question. Supposons même que je parvienne à les ouvrir, est-ce que c'est réalisable? Je l'impose dans les secteurs d'activité, D'accord. Et maintenant, je vais dire à quelqu'un, c'est-à-dire un fonctionnaire, d'aller vérifier que la personne a les papiers. Alors moi, je vais vous poser une question. Dans un pays où on achète une place à l'ENA, l'école d'administration, qui forme nos gouverneurs, nos préfets, vous croyez vraiment qu'un fonctionnaire ira vérifier qu'une coiffeuse a ses papiers? La coiffeuse va lui donner 1000 francs et il va passer. Et là, c'est sociologique. Là, c'est de la mentalité. Je dis bien, s'ils sont capables d'aller à l'ENA, donner l'argent pour être inscrit, les scandales sont au vu aussi de tout le monde, dans la majorité des écoles supérieures du Cameroun. Si à ce niveau-là, de l'école nationale d'administration qui forme les élites du pays, la faculté polytechnique, l'école normale supérieure, les scandales sont là. L'école de médecine de plus. Voilà. Et ceux qui sont à la tête de ces écoles, qui sont les directeurs généraux, qui sont les intellectuels, eux, ils se contentent de mettre 1 million dans la poche. Vous croyez vraiment que quand vous allez envoyer un inspecteur de la fonction du travail, aller vérifier que tel salon de coiffure a les documents requis, vous savez ce qui va se passer?
la coiffeuse va lui donner 1 000 francs et il ne va plus revenir. Elle restera quand même à coiffer sans aucun papier. Je dis bien sans. Donc, j'ai évoqué 2 choses pour me résumer. Il y a une réalité historique qui fait qu'on n'a pas l'école de coiffure et il y a aussi une réalité de mentalité, la corruption, à tous les niveaux du pays. À tous les niveaux. Et nous, on ne peut pas être ici à donner des leçons quand des ministres et directeurs généraux le font. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tu réponds parfaitement à la question, mais à un autre niveau. Parce que je t'ai dit ceci, nous ne pouvons pas vérifier. L'État, par exemple, du Cameroun ne peut pas garantir que ces garages qu'on a au pays ont des gens qui ont appris de la mécanique. Donc, il me revient à moi, citoyen, de poser 2-3 questions aux garagistes qu'on me présente comme ça ou bien que je rencontre comme ça. C'est-à-dire que Oui. c'est comme un entretien d'embauche tacite. C'est-à-dire que c'est 2-3 petites questions que, hey, tu as appris la mécanique ou je ne sais pas. C'est parce que l'État, effectivement, parce que l'État ne nous donne pas cette garantie, comme c'est le cas ici. Oui, je te l'accorde. Oui. Et tu conviens avec moi que toi, ne connaissant rien en mécanique, même quand on te laisse la possibilité de poser la question, c'est quand même comme si on te disait blanc, bonnet, bonnet blanc. Si tu n'es pas mécanicien, tu ne connais pas, tu vas poser la question, tu vas lui demander s'il a fait une école, il va te dire oui. C'est comme si on te demandait oui. d'évaluer les compétences d'un pilote d'avion. D'un pilote d'avion. En réalité, pilotage. Juste entre nous expliquer qu'en Europe, les gens ne posent pas les questions parce qu'ils ont mis en place des systèmes pour des systèmes qui cela. Exactement. Voilà. Ça veut dire alors que tu es juste en train de dire que nous devons construire les systèmes pour faire ce genre de choses. Parfait. Et puis, ça me rappelle, juste comme ça, et puis, il me souvient qu'il y a un homme politique qui avait évoqué la possibilité de créer des corps de métier. Ça veut dire que, exactement pour les coiffeuses, que les mécaniciens, qu'ils soient régis par des cartes qui seront suivies par des différents syndicats ou des différents corps de métier ou bien, bref, peu importe. Au Canada, par exemple, on va parler il y a des syndicats qui existent. Le syndicat, c'est pour les employés. Et puis, il y a les ordres professionnels. Un peu comme les motos-taxis ont leur syndicat, là, eux, ils ont plutôt un syndicat. Et puis, tu parlais tout à l'heure du bâtiment. Tu as évoqué une réalité, parce que je suis également dans ce secteur au Cameroun. C'est pour dire que la méthode, on va dire le matériau qui est utilisé en Occident, en Suisse, par exemple, et au Cameroun, ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si en Suisse, c'est en briques que vous construisez le plus, mais je vais te dire, par exemple, qu'au Canada, tu feras 2 ans avant de voir une maison en briques parce que le climat n'est pas propice pour des constructions en briques. Donc, ça va être plutôt des constructions qui seront en bois habillé et puis dans du bois d'ici, ça peut être du bois de pin et tout cela. Et au Cameroun, c'est que justement, il peut y avoir 50 personnes dans un chantier, mais les entrepreneurs ne sont, dans la majorité des cas, ne sont pas capables de donner comment on va dire, la productivité de chaque employé. Et c'est là le problème. Et avec les chanteurs, je prends un exemple parce que c'est une activité que je fais au Cameroun dans la construction de maisons pour les gens de la diaspora beaucoup plus, qui avaient des problèmes de suivi ou même des problèmes d'arnaque ou des problèmes de compétences. Donc, ce service-là, nous le faisons dans une de nos compagnies au Cameroun et nous sommes rendus compte que nous sommes capables de faire des maisons qui coûtent parfois 30, parfois 40%. Parfois 10, parfois 30, parfois même 40% moins cher que une autre compagnie avait fait. Tout simplement en faisant quoi? En déterminant préalablement le rôle de chacun, en lui assignant son efficacité. Ça veut dire que étant ici, quand je regarde le rapport, je peux savoir qui a été efficace ou qui ne l'a pas été. Donc, c'est possible de le faire. C'est parce que dans l'environnement camerounais, l'entrepreneur qui prend l'argent, il met 10 personnes et il s'assure que s'il a pris 10 millions, qu'il en dépense seulement, par exemple, 3. Peu importe. Ça veut dire que quand il commence à dépasser 3 millions, c'est là qu'il se plaint pour commencer à dire que les gens ne travaillent pas. Ils ne sont pas capables d'évaluer le temps qu'il faut pour effectuer telle tâche parce qu'il a pris trop de monde. Parfois, il en prend moins et il a un problème de personnel.
c'est également, ça rentre encore dans l'aspect, on va dire, du patronat, qui était un aspect qu'on devait évoquer ici, le patron. Comment est-ce qu'il gère son entreprise? Comment est-ce qu'il le gère? Est-ce qu'il le gère comme on devrait normalement gérer une entreprise ou il le gère comme sa propre poche, il paye les salaires avec sa propre poche? Est-ce qu'il évalue bien son bénéfice? Est-ce qu'il évalue bien comment on va dire, la charge du travail? Donc, c'est ça également qui va faire l'objet peut-être du deuxième point que nous allons aborder, mais tous les deux nous abordons dans ton sens pour dire que tu décris une réalité et nous, on a tout simplement rajouté le contexte camerounais. Donc, tu avais... Alors, mais par exemple, si on parle maintenant des entrepreneurs camerounais, quand je parle des entrepreneurs, je parle de ces opérateurs économiques-là. Un dernier partage, s'il vous plaît. Un dernier partage. Il y a des gens qui partent là. Et puis, un dernier partage. Oui. Et puis, qu'est-ce que toi, tu penses de l'employeur camerounais? Bon, l'employeur camerounais, moi, j'ai vraiment pas travaillé au Camerounais. J'ai eu la chance d'être responsable de 3 sociétés d'un groupe allemand ici en Suisse. C'était dans la distribution des vins. C'est à peu près là où j'ai appris le management à un autre niveau. Je crois que nous sommes assez... nous ne comprenons pas qu'en faisant grandir nos employés, ils nous font plus grandir dans nos sociétés en général. Nous avons l'impression qu'en les maintenant à un niveau de famine, presque de mendicité, nous continuons à maintenir notre statut de chef, de patron ou bien quoi que ce soit. Ce qui est complètement faux au niveau du pays. Je vais te prendre un exemple tout simple. Nous avions la grande foire de Lausanne ici, on est dans le vin. Quand il n'y a pas assez de gens ou bien quand il y a trop de gens, mon cher, moi, le patron, c'est moi qui nettoie les verres, que mes employés servent les gens pour leur faire des dégustations. C'est moi qui nettoie ces verres-là, et avec fierté. Et parfois même le chef, mon boss, quand il est là, et c'est que c'est vraiment plein, c'est lui qui le fait. C'est-à-dire, en appliquant des petites tâches, ça nous grandit. Ça nous humanise. Oui, ça nous humanise et ça nous grandit en même temps. Parce que quand ton employé montre à son client que voilà mon boss qui nettoie les verres, c'est toi qui es grandi. La plupart des clients viennent saluer que non, respect. Parce que normalement, le boss, c'est celui qui est assis, qui croise les doigts et qui joue les je ne sais quoi. Et ici, il y a une chose que j'ai remarqué entre la différence entre ce qui se passe en Europe et en Afrique. Nous avons un besoin de rendement. Mais tu as parfois l'impression en Afrique que le gars est juste un gestionnaire. Et c'est ce que j'étais parti une fois à Lyon rencontrer les gars de ADC qui étaient là en formation. Je leur ai posé une ADC, l'aéroport du Cameroun. Je leur ai posé la question que comment se fait-il que il n'y ait pas de toilettes à l'aéroport de Yaoundé? Il y avait une période là où les toilettes étaient complètement une pourriture totale. Ça a été refait. Oui, elles ont été refaites, ça c'est clair. Mais avant qu'elles aient été refaites, je leur ai posé cette question. Ils m'ont dit qu'ils sont des gestionnaires, ils ne sont pas des managers. Quand un manager n'arrive pas à gérer quelque chose, je me demande à avoir des toilettes propres dans le bien qu'on lui donne pour gérer. Il te parle que je suis gestionnaire, c'est-à-dire que quoi? L'État lui donne un budget qu'il doit partager comme l'État lui dit. C'est-à-dire que ça, c'est une dictée. Ça, c'est répété comme un perroquet. Et nos responsables aussi ont un truc, ils n'ont pas d'ego. Quand je rate mon chiffre d'affaires une fois, 2 fois, 3 ans successivement, je dois démissionner, je dois partir. Ce n'est pas ma place. Tout à fait. Ils n'ont pas d'ego. Allez à l'hôpital général de Yaoundé, allez un peu vers la morgue là-bas, vous allez trouver le type d'air, vous vous demandez que mais le directeur de cet hôpital, quand il vient dans son... C'est-à-dire que quand on vous confie, l'État vous confie son bien, gérer ça, vous devez, chaque coin de cet hôpital doit être votre responsabilité. Mais vous allez l'accuser qu'il y a les airs millions, vous ne faites rien. Le chef de l'État, le budget, vous ne pouvez pas gérer. Quittez.
que vous n'êtes pas capable. Et c'est la même chose que le Ghana a évolué avec l'électricité. Il y a un premier manager de la Société nationale d'électricité. Il est venu, il a fait 1 mois sans coupure d'électricité. L'autre est venu, il a fait 2 mois sans coupure d'électricité. Ainsi, ils sont arrivés à 1 an, il n'y a plus de coupure d'électricité au Ghana. Mais vous voyez quelqu'un, un manager, il y a coupure d'électricité dans Yaoundé, il est couché chez lui, il dort en toute tranquillité, toute impunité. Le plus gros transformateur est chez lui. Le plus gros groupe électrogène, c'est chez lui. Personne ne le dérange parce qu'un manager devrait être, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de courant dans un secteur ou bien d'eau, la pression qu'il doit foutre sur son personnel, par sa présence, doit gêner tout le monde. Tout le monde doit se sentir gêné. Il faut qu'il y ait de l'eau dans ce coin. Mais quand le monsieur dans sa Mercedes, ils sont tranquilles, il va se coucher à la maison. Tout un quartier de Yaoundé n'a pas d'eau. On va l'accuser le chef de l'État. Non, accuser le responsable de ce truc-là. Qui dort chez lui, qui reçoit un salaire conséquent. Ah, et tout à fait. C'est Henri, est-ce que de l'analyse qui est factuelle, là, c'est du vécu de tous les Camerounais, mais qu'est-ce que tu en penses? Oui, encore une fois, il dit des choses très intéressantes. Il a parlé de l'aéroport, je me souviens, quand j'étais à l'université de Yaoundé-Ngouaekele, les mêmes problèmes se posaient dans les toilettes. Même pas seulement dans les aéroports, dans certains ministères, on trouvait ça. Et quand je l'entends parler, il me rappelle que dans un direct d'Abdel Karim, j'avais justement pris un hôpital. Et j'avais dit, quand un directeur général d'hôpital arrive, n'allons pas loin, rien que la peinture extérieure. Tu arrives, c'est pas repeint. Je dis bien la peinture. Il y a un souci. Est-ce qu'ils ne voient pas? Vous allez dans certains hôpitaux, dans certains trucs, les peintures n'ont pas été refaites depuis des années. Je parle d'années. Bon, voilà, dès qu'on a fini de dire ça, on est en train de parler là des sociétés publiques. Mais à côté de ça, dans l'emploi, et là où il parle, en Suisse, 80% des emplois sont produits par le secteur privé. C'est encore plus important au Canada. Très bien, comme dans tous les pays du monde. Et c'est le contraire chez nous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le secteur privé? C'est que si vous ne regardez pas votre emploi, c'est votre capital, c'est votre investissement. Ah, ben oui, mais ça, c'est la réalité. Quand il a parlé d'un directeur d'une société, d'un ministère, bon, comme il s'en fout, quand il a dit qu'on est des gestionnaires, on n'est pas des managers. Mais manager, c'est-à-dire c'est gestionnaire en français. Tout à fait. Mais eux, ça. Management, c'est le mot de gestion. To manage, c'est gérer. Donc, quand lui trouve une différence entre gestionnaire et manager, ben, il a un souci. C'est des gens qui évoquent des raisons juste pour justifier du n'importe quoi. Nous souffrons d'une réalité. La première réalité, c'est que la majorité des emplois, c'est dans le secteur public et ça découle des indépendances. Il faut changer ça. Et si vous lisez le libéralisme communautaire de Paul Biya, il le dit. Et il va beaucoup plus loin. Il dit que dans le secteur privé, les emplois appartiennent aux étrangers. J'ai entendu M. Momo le dire. Et d'ailleurs, il a précisé que c'est le projet politique de Paul Biya qu'on trouve dans son libéralisme communautaire. Donc, je vais le redire. M. Momo l'avait déjà dit dernièrement. Nous sommes dans des pays où 80% du budget de l'État, c'est les entreprises étrangères. Orange, machin, truc, ceci, cela. Et c'est là-bas où vous trouvez plus ou moins du sérieux, avec des gens qui... Bon. Très bien. Or, on devrait nous réapproprier le secteur privé. D'abord, en se réappropriant le secteur privé, on a le phénomène dont il parle. Tu es gestionnaire, c'est ton propre capital, donc tu fais attention. Ça, c'est la première chose, sinon tu perds ton capital. Et puis, nous devenons souverains économiquement, parce que la souveraineté politique, c'est rien. Voilà les deux aspects. Or, le problème avec les Camerounais, c'est que personne ne pense comme ça. Tout le monde a tendance à penser
de point de vue purement, c'est quasi mercantile. Oui, c'est parfois les actions caritatives. Si, moi j'ai vu, je vais donner un exemple simple, il y a Monsieur Patrick Logan, je ne sais pas, avec plus ou moins de talent, je ne sais pas, mais il lance une idée. Il dit, prenons de l'argent, mettons ensemble, lançons des 10 projets. Vous ne voyez personne. Qu'est-ce que M. Momo a dit? Il a dit, Ben Skinner, mettez l'argent ensemble, vous lancez des projets. Ben Skinner, si vous êtes 1 million, vous mettez chacun 1 000 francs, vous avez 1 milliard. J'ai dit la même chose que beaucoup de gens l'ont déjà fait. Moi-même, j'avais demandé de lancer la rénovation. Allez, vous voulez qu'on en parle? Regardez la machette au Cameroun. Depuis 60 ans, la machette n'a pas changé. Où est l'innovation? Où est l'innovation? Vous retournez, la machette est restée la même. Or, qu'est-ce qui crée les emplois? C'est l'innovation, c'est la recherche. Maintenant, nous avons un problème, nous n'avons pas de capitaux. Je vous l'accorde. J'ai lancé avant des projets pour dire, moi, je vais réhabiliter la recherche dans ce domaine-là. Mettons l'argent ensemble. Il n'y a personne. Mais si je dis qu'on met de l'argent pour aller faire du caritatif, il y aura des gens. Si je dis mettons ensemble, alors le caritatif est produit par l'emploi. Si je dis mettons de l'argent ensemble pour aller faire une fête, il y aura des gens. Mais si tu dis aux gens, mettez de l'argent pour lancer une activité à valeur ajoutée, il n'y a personne. Est-ce que vous permettez que je me déplace Si vous regardez là, prenons l'exemple de la machette. La première chose, on pourrait se demander le matériau qu'on utilise. Quelles sont les performances qu'on doit lui donner? Deuxième chose, la machette produit des vibrations. Après 20 ans d'utilisation, nos grands-parents ont tous des rhumatismes. Les doigts ne bougent plus. Ça se fait aussi au Canada. Ça se fait en Suisse. Les gens qui travaillent avec des matériels qui vibrent, qu'est-ce qu'on fait? On met des détecteurs de vibrations et qui comptent le nombre de vibrations maximales que la main doit prendre par jour. Nous, on a la machette, on peut faire la même chose. On peut étudier la machette, et ce n'est pas difficile, il suffit de mettre un accéléromètre. C'est un petit bidule électronique, même pas visible. Et puis, il y a le manche. Le manche, il est encore en bois. Vous voulez que je me déplace? Je vais juste vous faire une petite démonstration. Vous me laissez une seconde. La réalité est celle-là, c'est que avant qu'Henri n'arrive, les entrepreneurs camerounais ne sont pas, non, pas les entrepreneurs, la mentalité camerounaise ne se prête pas à la création d'emplois. Elle ne s'y prête pas. Les Camerounais sont encore frileux. Les Camerounais n'ont pas le cœur d'investir. Ils préfèrent être des salariés. Je suis revenu. Oui. J'espère que vous n'êtes pas tous partis. Non. Je voulais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis. Non, je ne vois pas. Vas-y, je vais revoir après. Je vais revoir. Oui, qu'est-ce que je montre? C'est la corde à sauter. C'est une corde à sauter professionnelle. Les manches sont en quoi? Oui. En éponge. Et c'est une corde à sauter professionnelle de 500 grammes, 200 grammes ici, 200 grammes ici. C'est lourd. Pourquoi ces éponges ne s'abîment pas? Pourquoi si je dis maintenant que la même éponge qui permet de protéger le bras, je la mets dans la machette? La même. Vous voyez? C'est de l'éponge. Hein? Vous voyez? C'est très agréable pour la main. C'est 500 kilos. C'est la corde de boxeur. Bon, c'est une corde de professionnel, hein? Ce n'est pas une corde de petite fille. C'est un demi-kilo. Je ne sais pas, je voulais juste vous montrer le manche. Il est en éponge. Et une éponge qui ne s'abîme pas. Spécialement travaillé. D'abord, l'adhésion est très bonne. Ça adhère, ça ne glisse pas. En plus, c'est pas rugueux. C'est de l'éponge. On cotise, chacun 50 €. Ça fait 50 000 €. Je lance le projet d'amélioration de la machette. On a tout le marché du Cameroun, tout le marché du Gabon, tout le marché du Congo, tout le marché de la République centrafricaine. On améliore la machette. Et vous savez pourquoi la machette ne s'améliore pas? C'est parce que le Camerounais est un fonctionnaire. L'initiative privée n'existe pas. La deuxième raison, c'est qu'on n'a pas les financements. Tous les voleurs de l'argent, ils n'ont pas vu que leurs parents utilisent la machette qu'on peut améliorer. Regardez. En plus, il y a visuellement, c'est beau. Hein. Pourtant, on sait que dans chaque maison au Cameroun, il y a au moins une machette. Donc, ça veut dire que la part de marché est à prendre. Cette corde-là, ça fait 20 ans que je l'ai. Ça n'a pas bougé.
20 ans. C'est ça qu'on appelle l'innovation, la créativité. Et c'est ça. Ah ben, ton smartphone, il change chaque année. On améliore l'écran, on améliore les batteries, on améliore les processeurs. Chaque année. Chaque année. Et tu sais pourquoi la matière n'a pas changé chez nous? C'est parce que les utilisateurs ne sont pas blancs. Et on attend que le blanc vienne faire pour nous. Les idées, ce n'est pas ce qui manque au Cameroun. Voilà un projet. Et un projet qui peut rapporter des milliards. Parce que si tu lances une nouvelle machette, tout le monde viendra l'acheter. On pourra même avoir des marchés extérieurs. Mais rien de rien. Ça, c'est de l'innovation. Alors que si on lance du caritatif, tu vas voir, les gens vont venir parce que les gens comprennent. C'est pourtant ça le fondement même du libéralisme communautaire de Paul Biya. Il dit, mettez-vous ensemble. Faites des projets pour qu'on se réapproprie notre économie. Mais ça, c'est des engagements privés. Et nous réfléchissons toujours en public. Nous sommes en train de parler des aéroports, c'est une entreprise publique. Nous sommes en train de parler de trucs, c'est une entreprise publique. Les entreprises qui marchent plus ou moins au Cameroun sont des entreprises privées appartenant à des étrangers. Mais parce que nous venons d'une mentalité de fonctionnaire. Nous sortons de mentalité de fonctionnaire. Quand on va aux études, on ne sait pas pourquoi on va aux études. Ça, c'est ce que je vous montre là, c'est un ingénieur en mécanique qui doit penser ça. Moi, je ne suis pas spécialisé en mécanique. C'est pour ça que voilà le travail est là. Le travail, c'est vraiment en termes de sensibilisation. Et comme je dis, il y a des Camerounais, quand tu leur dis, je suis patron d'entreprise ici au Canada, et pas une, pas deux, pas trois. Et il a l'impression que tu es un extraterrestre. Parce que ce n'est pas dans j'ai l'impression que ce n'est pas dans notre ADN. J'ai envie de dire, nous avons encore cette mentalité coloniale, même les gens compétents, ça veut dire que quelqu'un a toutes les compétences pour pouvoir innover, pour pouvoir créer, mais il a besoin d'aller travailler quelque part pour être salarié. Est-ce que c'est la peur de commencer le processus? C'est-à-dire, est-ce que c'est la peur de commencer le projet, de lancer le projet? Mais c'est parce qu'il n'y a pas seulement la peur, il y a aussi vous ne pouvez pas penser quelqu'un hors de sa structure sociale. Sa zone de confort. Voilà, c'est ça, exactement. C'est cette structure sociale qui est sa zone de confort. On parle différemment. On n'a pas, pour les travaux publics, ça, on peut parler, c'est des décisions. Nous, ici, on peut voter. On peut dire, en tant que société, nous, on n'accepte plus. D'ailleurs, j'avais dit dans le même direct où je parlais de l'hôpital, le même exemple qu'il a pris. Dans un direct d'Abdelkader, tu peux aller regarder. Comment un directeur général de société peut arriver? Tu regardes l'hôpital La Quintini, je dis, mais la dernière fois qu'on l'a peint, je ne vais pas citer le nom, je ne sais même pas qui est directeur, donc je ne l'attaque pas. Je ne connais même pas Douala depuis des années. La dernière fois qu'on l'a repeint, ça date de la dernière guerre mondiale. Tu vois comment les murs sont noirs. Mais cher monsieur, quand vous arrivez dans votre hôpital, vous êtes DG, vous ne voyez pas. Je n'ai pris qu'un exemple. Vous êtes en train de parler de toilettes. Cet exemple, remontons-le, va au ministère des enseignements supérieurs. Les câbles qui sont à l'entrée, des câbles qui alimentent. C'est-à-dire, tu te demandes que, mais il y a un ministre ici qui arrive devant son ministère, qui regarde à quoi ressemble son ministère de l'extérieur. À quoi ressemble? Il n'a pas une entreprise d'électricité. Sinon, il va faire créer le marché tout de suite. Voilà. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Et le problème, c'est que ces choses-là doivent nous révolter. On ne doit plus l'accepter. On ne doit plus l'accepter. Mais il faut donc au Cameroun mettre une brigade qui même si c'est difficile, pas une brigade, peut-être une section. Dans tous les autres pays du monde, il y a des ministères qui font du contrôle. Là où c'est grave au Cameroun, c'est celui qui doit aller contrôler ça quand il arrive, on lui met 1000 francs. C'est ça qui est grave, c'est-à-dire qu'on ne sait plus à quel sens il vouer. Parce que dans tout, il y a un ministère de la Santé. Il y a cette corruption-là, je la veux bien. Mais la personnalité de ce ministre-là, quand il est devant son bâtiment, il y a des câbles sur sa tête dans tous les sens. Oui, tu as dit toi-même qu'ils ont pris leur ego, ils se sont assis dessus. Moi, je ne vous crie pas, je ne vais pas juger les gens sur les personnalités. Je pose juste une question.
Je ne veux pas juger sur les personnalités. Je pose une question simple. Je pose une question simple. Pour moi, c'est un carré. Si sa personnalité ne va pas, la seule façon qu'on a, c'est la sanction. Pour sanctionner, il faut des lois. Parce qu'on ne peut pas compter sur les personnalités. On ne peut pas dire on doit inviter quelqu'un avec une personnalité. Ils n'en ont pas la preuve, c'est qu'on est en train de le dire. S'ils avaient des personnalités, on ne serait pas là. Donc, il reste la sanction. Et le problème de comment appliquer la sanction. Alors, frère Christian, oui. Tu nous as entendu parler de notre projet RPCAM humanitaire. Alors, oui, j'ai entendu parler de ça, oui. Parfait. Je m'attends à te voir intégrer le groupe. Et puis, pour le parrainage des enfants de nos soldats tombés. Et puis, bien sûr, n'hésite pas à aller regarder également notre page YouTube, t'abonner et partager au maximum. Nous sommes encore en phase de promotion là-dessus. Et le cheval sur lequel nous montons ces jours-ci, c'est vraiment des enfants de ces militaires-là. Enfin, nos enfants, parce qu'eux, ils ne sont plus là, nos enfants. Et on aura besoin de ta contribution aussi, comme tu l'as fait sur notre plateau de la Fosse au Lion avec Harry Atangana et moi-même. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. Et puis, c'est à toi que je dis merci. Parce que vous faites, c'est très grand pour notre pays. Notre pays a besoin de ça. Notre pays a besoin de ces éclaircissements-là. On était dans, je ne sais pas, vas-y, termine. Je préfère m'arrêter là. Non, ça c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses à faire et on aura besoin justement des gens comme toi, justement pour apporter ce petit plus-là dans tous les domaines. Ça peut être inbox, ça peut être en ligne. Vous êtes la bienvenue. On n'a pas besoin ici d'être toujours d'accord, mais on a besoin comme toi d'exprimer ses convictions et son expérience. C'est ça qui nous rend fiers d'appartenir au réseau et c'est ça qui nous rend fiers d'être Camerounais. Je te remercie encore une fois, Christian. Merci bien à toi. Donc, à la prochaine fois, je vais enregistrer le nom, comme ça, la prochaine fois, tu seras prioritaire. Passe une très bonne soirée. Bien. Mon Cameroun d'abord. Mon Cameroun d'abord, ok. Bonne soirée. Okay. Au revoir. Merci, au revoir. Oui, Henri, donc, on va prendre 10 minutes pour conclure. C'est vrai qu'on n'est pas... C'est ça que je voulais faire. Globalement, on a ce problème environnemental et que les problèmes de mentalité et les problèmes de technique, les problèmes des études de marché qui rendent là le problème des business plans, comme il a dit lui-même, le problème des personnes, des personnalités. Il faut, c'est un tout qui est dans le milieu de l'emploi et qu'il faut. C'est ce que j'appelle le problème. Moi, je résume dans le problème environnemental. L'environnemental, c'est donc comment on fait dans un environnemental pour pouvoir faire des choses. Parfait. Non, je pense que tu l'as tout dit. Alors, nous allons mettre sur notre page un document sur la procédure de création d'une entreprise au Cameroun. On va le mettre là plutôt que d'en faire un commentaire. C'est ça que nous allons faire. Nous allons le mettre là. Exactement. Et si vous avez des questions, que ce soit pour la comprendre, tout simplement besoin d'expertise, vous pouvez rejoindre, écrire au réseau des patriotes camerounais. Il y a quelqu'un qui va se charger de vous répondre et on va vous envoyer vers la bonne ressource selon l'endroit où vous êtes pour vous accompagner. Et je vais me permettre de faire un peu de publicité. Ceux qui nous écoutent à l'international, qui sont en processus de création d'emploi, excusez-moi, qui sont en processus de construction et tout, mais ça va être un spot publicitaire pour lequel le groupe B1 Incorporé va certainement devoir mettre la main à la pâte parce que ça, c'est ce que nous faisons. Nous faisons également dans la construction au niveau du Cameroun, la construction de la maison d'habitation ou locatif à moins de coûts. L'expérience, nous l'avons, une équipe dynamique qualifiée, compétente. J'ai dit qualifiée et j'ai dit compétente. Et avec des gestionnaires et des entrepreneurs surqualifiés même, j'ai envie de dire, et qui ont à l'œil l'économie de votre argent et surtout de surveiller vos chantiers, même si vous n'êtes pas là, même si ce n'est pas nous qui faisons les constructions. Quand je dis nous ici, je parle du groupe B1 Incorporé Canada, également installé au Cameroun. Mais ça, c'était une parenthèse publicitaire. La régie, là, vous enverrez la facture pour les 30 secondes de publicité. Henri Atangana, je pense que tu as fait un bon résumé. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, allez, inscrivez-vous. Si votre cœur vous parle, allez sur la page RPCAM humanitaire, inscrivez-vous, apportez ce que vous pouvez apporter. Ça peut être des idées, ça peut être 1, 2 kilos,
que vous avez, que vous partez du Canada, peu importe le pays où vous êtes, si vous avez des kilos, dites-nous, nous avons certainement un patriote dans ces pays-là qui aura peut-être 3 cahiers à envoyer, qui aura peut-être, mais on privilégie pour ceux qui veulent nous envoyer des choses, des matériaux comme des stylos, des crayons, ou alors des ardoises ou des règles, des règles de combat. Non, oui, des règles de combat, des petits trucs comme ça qu'on peut mettre facilement dans des sacs qui peuvent partir avec quelqu'un pour 1-2 kilos. S'il vous plaît, j'insiste là-dessus parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ces enfants-là qui en auront besoin, Montrons que nous, les Camerounais, nous sommes conscients du sacrifice de leurs parents, que nous savons qu'ils ont donné leur vie pour nous, pas en sacrifice, mais en défendant plutôt les couleurs du Cameroun. Je vous remercie encore une fois. Un dernier partage avant qu'on ne se sépare. Nous avons également parlé de l'actualité. Dans l'actualité, nous avons évoqué tout ce qui a fait l'actualité, y compris ce qui n'était pas très glorieux. Nous l'avons évoqué tout de même. C'est pour dire que nous faisons preuve de transparence. Quand ça fait l'actualité, eh bien, ça fait l'actualité. Sauf que nous n'entrons pas dans les attaques de personnes. Nous n'entrons pas dans les attaques de personnes, mais c'est toujours les idées que nous allons attaquer, peu importe d'où ça vient. Nous allons être la vigie également pour le gouvernement, pas pour critiquer, mais pour donner de nouvelles façons de faire. À ces gestionnaires-là qui s'approprient le patrimoine camerounais, nous allons parfois leur dire une autre façon de faire, sans critiquer, sans attaque personnelle, parce que là n'est pas le but. Le but est de rechercher l'amélioration. Donc, on a parlé de quoi d'autre? On a parlé, de ces militaires-là, de ces enfants-là. Et on a parlé, on a fait le diagnostic des entreprises au Cameroun. Peut-être que la prochaine fois, entre un autre sujet, nous allons expliquer un peu tout le processus de création d'emplois. Nous avons parlé, on a expliqué également le Fonds national de l'emploi qui existe à Douala, à Yaoundé. Pour ces deux-là, je le sais. Allez-y, même si vous aviez déjà fait une demande et qu'on ne vous a jamais appelé, dites-vous qu'après un certain temps, votre dossier ne reste pas entre les mains de la même personne. Nous avions évoqué également le dossier de la Sonara, mais pas aujourd'hui, dans la dernière Fosse Lyon. Ah oui. Voilà. Donc, on aurait dû en reparler. On aurait dû en reparler, en fait. Mais faute de temps, on va devoir reporter. Surtout qu'il y a des nouvelles au niveau de la Sonara qui correspondent à tout ce qu'on avait déjà dit et prévu avant. C'est-à-dire que c'est exactement les analyses que nous avions faites. Les gens comprennent donc que nous, on ne fait pas que bavarder. On fait des analyses pertinentes, pointilleuses, parce qu'on veut faire intervenir ceux qui ont le pouvoir de décision. Et vous avez été en primeur, vous avez été là en première ligne. Lorsque ces analyses ont commencé, lorsque la situation a commencé, nous étions là pour vous dire comment ça va se passer, ou alors qu'est-ce que nous espérions, et c'est arrivé. Henri Atangana, Sergio Bobson pour le réseau des Patriotes camerounais. N'oubliez pas de vous abonner sur la page YouTube du réseau des Patriotes et le même nom sur la page Facebook. Et surtout, en ce moment, RPCAM humanitaire pour vos dons ou pour vos propositions. Plus de discussions sur cette page. Mon Cameroun d'abord. Ciao, ciao. Mon Cameroun d'abord. Ciao. Merci d'avoir été là en tout cas.